Bonjour, je vais prendre la parole à titre d'animatrice aujourd'hui au webinaire. Bienvenue, vous êtes nombreux à vous être inscrits au webinaire Interconnexion entre dépendance et itinérance, écho des résultats de l'exercice du dénombrement des personnes en situation d'itinérance visible. Alors, bienvenue parmi nous. On est vraiment heureux de vous accueillir à titre de participant ce midi. Je me présente, Léa Frédéric Rainville, conseillère en dépendance au ministère de la Santé et Services sociaux. Je suis entre autres le responsable des dossiers qui touchent l'accès aux soins médicaux en dépendance, les traitements par agonisme opioïde et les troubles concomitants. Je détiens une expertise dans le champ du trouble lié à l'utilisation des opioïdes et du soutien à l'amélioration des pratiques en dépendance. Ce midi, je suis accompagnée de deux de mes collègues. Je vous présente les panélistes. Jocelyn Gadebois, également conseiller en itinérance au ministère, qui porte les dossiers de recherche et solutions en itinérance, donc autant le déploiement du plan d'action interministériel en itinérance que le portrait de l'itinérance au Québec, ce qui inclut, là, entre autres, les dénombrements ponctuels sur la situation de l'itinérance visible. Avant d'arriver au ministère, M. Gadebois a été chercheur, notamment sur la question des jeux de hasard et d'argent. Il a d'ailleurs fait son post-doctorat en collaboration avec l'IUD. Également, aujourd'hui, comme panéliste, on accueille Thierry Simard. Monsieur Simard a une expérience là, de près de 30 ans, autant clinique et organisationnelle dans les milieux communautaires et publics, dans l'univers des services en dépendance et en santé mentale. Il détient là, 10 ans d'expérience à l'Agence de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue comme professionnel répondant aux dossiers dépendance et itinérance dans la région. Alors, bienvenue à nos panélistes. Merci d'avoir accepté l'invitation à présenter aujourd'hui. Pour les quelques technicalités, là, durant le webinaire, on s'est gardé une période de questions et d'échanges à compter de 13h30. Là, on va ouvrir la période d'échange, de questions et de discussion. Vous pourrez à ce moment-là là, utiliser la fonction QR pour poser vos questions, mais également, il y aura la possibilité là, d'ouvrir vos micros si vous souhaitez prendre la parole. Et un support visuel là, va vous être disponible après le webinaire. Donc, de ce pas, je cède la parole à mes collègues et je vous souhaite un bon webinaire. C'est-tu toi qui commence, Jocelyn, ou c'est moi? Désolé, j'avais un problème avec mon son. Euh, tu peux faire un mot de bienvenue de ton côté, Thierry. Super, merci. Ben, bonjour tout le monde. Super content d'être avec vous. Très, très enchanté. Enchanté, mais nerveux, là. Je suis bien désolé à l'avance. Je suis nerveux. Je suis pas habitué de faire des présentations en grand groupe comme ça. Donc, c'est possible que je mâche mes mots, que je m'enfarge dans mes mots, que je parle comme un des personnages de Stéphane Rousseau, que j'essaierai pas de vous imiter ici, là. Je suis un piètre imitateur, mais bref, bien désolé à l'avance, un peu nerveux, mais très, très enthousiaste quand même d'être avec vous. On se rencontre aujourd'hui dans le cadre d'une très importante présentation, là. C'est une première. On a des données aujourd'hui à vous présenter, puis des éléments à vous exposer là, qui sont inédits. Donc, on est très enthousiaste de ça. Très important de se rencontrer. Pourquoi? Ben, nous, à notre niveau, là, du côté du ministère, c'est important, je pense, tu sais, qu'on incarne les principes qu'on dit qui sont importants, là, notamment la collaboration. Bref, dans l'univers de nos services, la collaboration est incontournable. Donc, moi, malgré mes grandes craintes, je suis aujourd'hui avec Jocelyn, je collabore à cet exercice important. C'est important aussi parce que, bon, dans cette cohérence-là, la collaboration est importante à tous les niveaux, là, à votre niveau également, au niveau des services, l'importance de la collaboration entre les intervenants, les gestionnaires concernés dans les services en dépendance, en itinérance. Donc, tout ça pour, bien sûr, sur le plancher des vaches, là, pour s'assurer de répondre aux besoins des personnes. C'est leur réalité, là. Les gens qui sont en situation d'itinérance, qui ont des problèmes de dépendance, ils ont besoin à votre niveau, que vous vous parliez, que vous travailliez ensemble, puis au nôtre aussi, là, qu'on soit capable
de le faire, de collaborer de façon très étroite pour faire avancer les travaux, les dossiers, donner les services requis. C'est pas d'hier, là, du côté de la DSDI, qu'on travaille ensemble, vous savez, à la direction des services en santé, en dépendance et en itinérance au ministère. Ces deux dossiers phares-là, ils sont dans une même direction depuis la première décennie des années 2000, là. Tu sais, et puis tout ça s'est matérialisé dans plein de travaux, plein de grands chantiers qu'on a menés. Puis cette collaboration-là transpire. Tu sais, un exemple parmi plusieurs, là, la formalisation du plan d'action interministériel en dépendance en 2018. Je vous invite à le reprendre, là. Vous le maîtrisez sûrement pour plusieurs d'entre vous très, très, très bien. Mais la considération de l'itinérance transpire là, dans le PAID, au niveau des principes directeurs. On parle notamment là, de l'importance de services adaptés aux besoins des personnes. On réfère au reaching out, là, donc l'importance de rejoindre les personnes dans leur milieu de vie, là où elles se trouvent. On parle du grand principe de no wrong door. Donc, toutes les portes d'entrée sont bonnes, sont pertinentes là, pour rendre les services. Donc, on a des outils d'orientation où cette collaboration-là est bien signifiée puis est importante. Puis on a des services aussi qui sont bien attachés, puis en tout cas qu'on veut soutenir pour consolider cette collaboration-là importante entre les services en dépendance et en itinérance pour le bénéfice des usagers concernés. Donc voilà, très nerveux, mais très enchanté de collaborer aujourd'hui à cette importante présentation. Merci Thierry. Je pense que tu as le mot juste, collaboration. C'est collaboration entre les secteurs de dépendance et itinérance. C'est vraiment très pertinent de le faire. C'est pour ça qu'on tenait à vous présenter les données du dénombrement. On ne vous cachera pas que ce n'est pas des bonnes nouvelles qu'on vous partagera aujourd'hui. Bon, c'est connu, le rapport sur l'exercice de dénombrement des personnes en situation d'itinérance visible et accessible en ligne. Je vais inviter Léa à le partager dans le chat, le lien vers le dénombrement. C'est accessible depuis le mois de septembre. Les données ont percolé dans le grand public, donc la plupart des personnes sont déjà au courant des grands chiffres, des faits saillants qu'on va vous communiquer aujourd'hui. Mais bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs problématiques sociétales qui ne vont pas bien aujourd'hui. On dirait que le mal-être gagne de plus en plus notre société, plus précisément les personnes en situation de grande précarité. Donc, on observe une augmentation des problèmes de dépendance, de troubles liés à la consommation de substances psychoactives. On constate aussi des problèmes d'augmentation au niveau de la santé mentale, la crise du logement. Bref, et l'itinérance bon, est un peu une conséquence de tous ces problématiques qui augmentent. Toutefois, on sait que ça augmente, mais une fois que ceci étant dit, ben, on ne sait pas à quel point ça augmente, on ne sait pas par rapport à quoi ça augmente, par rapport à où ça augmente, pour qui et pourquoi. Donc, c'est important d'avoir des données fiables et valides pour pouvoir je dirais, mesurer l'ampleur du phénomène, mais aussi surtout essayer un peu de mieux comprendre qui sont les personnes en situation d'itinérance. Aujourd'hui, bon, on tenait important de le faire auprès du secteur de dépendance parce que, bon, vous n'êtes pas sans savoir que c'est un- c'est une problématique qui est très liée tu sais, il y a vraiment des interconnexions entre dépendance et itinérance. On trouvait important de justement là, montrer comment le milieu de la dépendance pouvait lire et s'approprier le rapport sur le dénombrement des personnes en situation d'itinérance visible, soit l'exercice du 11 octobre 2022. L'idée de cueillir des données fiables et valides, ben, c'est inscrit dans la politique nationale de lutte à l'itinérance. Là, Frédéric va vous mettre un lien vers la politique dans le chat et c'est inscrit, hein. Il est impératif et possible de disposer de connaissances, même imparfaites, très important, sur la prévalence du phénomène partout sur le territoire du Québec. Sur la question de la prévalence, il faut dire que les enquêtes populationnelles actuelles, ils placent souvent l'itinérance dans un angle mort des connaissances. Pour vous donner un des exemples probants, là, le recensement de 2021 estimait qu'il y avait uniquement 780 personnes dans les refuges au Québec en 2021.
Il y avait vraiment un angle mort qui est souvent lié aux méthodologies là, qui sont utilisées par les grandes enquêtes populationnelles. On fonctionne par téléphone, on fonctionne par codes postaux, et ça exclut les personnes en situation d'itinérance visible en particulier. Heureusement, bon, il y a des enquêtes populationnelles qui commencent à s'intéresser au phénomène de l'itinérance, en particulier de l'itinérance cachée. On pense par exemple à l'enquête sociale générale ou à l'enquête québécoise sur la santé de la population, le QSP. Donc, je demanderai à Léa Frédéric de vous mettre le lien vers cette étude qui a été publiée récemment. Toutefois, ça estime juste qu'est-ce qu'on peut observer en matière d'itinérance cachée, les épisodes à vie et non pas une journée donnée. Puis l'itinérance visible demeure une énigme. Du côté de dépendance, Thierry, je pense que les enquêtes populationnelles Ben, permettent il demeure, c'est capital. Qu'on ait ces données populationnelles-là, c'est capital pour différentes raisons, bien sûr. Là, dans le cadre de l'interface entre les dépendances et itinérance, donc on a un angle mort en itinérance, puis un angle mort encore plus important au niveau des personnes qui présentent des problématiques de dépendance puis qui sont en situation d'itinérance. On a des premières données, là. On a des premières données, là, donc depuis 2018, puis en 2022, via le dénombrement. Mais c'est des premiers pas. Puis il demeure important qu'on soit capable de traduire ces réalités-là. Parce que c'est pas pour rien qu'on fait ça, là. Ces données populationnelles-là, ben, ils nous servent, là, notamment en termes d'organisation de services. Lorsqu'on sollicite nos barrières de fonds, on a besoin d'appuyer nos demandes sur sur des données robustes, sur des données tangibles pour justifier les demandes budgétaires. Puis vous savez, le phénomène d'itinérance, vous savez, là, autant ou bien plus que moi, c'est un phénomène qui évolue, tu sais, qui est surtout pas statique, là. Un phénomène qui évolue rapidement, on doit pouvoir le mesurer. On prend juste l'exemple de la pandémie, là. Tu sais, avant et après pandémie, les conséquences de la pandémie sur les habitudes de consommation en termes de substances psychoactives, en termes de jeux de hasard et d'argent, en termes d'utilisation d'Internet et des écrans. En très, très peu de temps, les habitudes ont changé. On doit être capable de prendre la mesure de ça, de voir comment le phénomène évolue pour différentes raisons là, que je viens de vous expliquer. Donc oui, important, on a des premiers pas de fait aujourd'hui, puis on verra un petit peu plus loin là, dans le cadre de la présentation, là, nos limites actuelles, puis l'importance de l'implication des partenaires là, dans dans les prochains exercices qu'on puisse se doter, faire quelques pas en avant là, pour consolider ces données populationnelles-là. Là. Oui. Thierry l'a évoqué, le dénombrement, c'est pas le premier exercice. Le dénombrement de 2022, c'était pas le premier exercice. Ça ne sera pas le dernier non plus. C'était le deuxième exercice national, le troisième exercice. Je vous explique qu'en 2015, il y a eu un premier exercice qui s'est déployé à Montréal seulement. Je compte Montréal. Et 3 ans plus tard, en 2018, s'est déployé le premier exercice à l'échelle nationale. En fait, plus précisément, c'est dans 11 régions qui ont déployé l'exercice de dénombrement. Et en 2022, il y a 13 régions du Québec qui ont participé, qui ont déployé le dénombrement c'est ça, 13 régions qui ont déployé le dénombrement le 11 octobre 2022. Le dénombrement, ça faisait partie des engagements justement pour déployer la politique qui était inscrit dans le plan d'action interministériel en itinérance. Je demanderai aussi à Léa Frédéric de mettre le lien vers le plan d'action. Puis le dénombrement, comme l'a évoqué un peu Thierry, concrètement pour le plan d'action, ça nous permet d'alimenter, entre autres, le plan de surveillance thématique sur l'itinérance et aussi le portrait de l'itinérance. Le deuxième portrait a été publié l'année passée. Donc, le dénombrement, ce n'est pas le portrait de l'itinérance, c'est un des exercices, un des grands chantiers qui sont ouverts pour faire le portrait de l'itinérance. Je dois dire aussi que le dénombrement, ça s'inscrit dans l'entente sur la mise en œuvre du volet capacité communautaire et innovation dans le cadre du programme Vers un chez-soi du gouvernement fédéral. Donc, les exercices de dénombrement se font un peu partout à travers le Canada. Toutefois, au Québec, c'est la seule région où il y a une coordination qui se passe à l'échelle nationale. Donc, c'est un peu la spécificité québécoise. Si tu me permets, Jocelyn, Oui, est-ce que tu avais complété? oui.
juste revenir à la diapo précédente, là. Je voulais faire une petite parenthèse sur le plan d'action interministériel en itinérance 21-26. Je vous parlais tantôt de l'importance de la collaboration, de l'importance que nos réseaux travaillent en étroite collaboration. Puis qu'est-ce qu'à notre niveau, on a pu, tu sais, qu'est-ce que concrètement ça a permis, là, ces travaux d'étroite collaboration à la direction des services en dépendance et en itinérance. Dans le PAI 21-26, on a une mesure qui est spécifique aux services en dépendance. Il ne faut surtout pas perdre de vue que la mesure 3.1, là, qui est celle de rehausser le continuum des services en dépendance pour les personnes itinérantes, en situation d'itinérance. C'est une mesure hyper importante qui est vraiment à l'interface là, du sujet d'aujourd'hui, et puis pour lequel on investit là, au Québec. Tu sais, c'est quand même 40 millions sur 5 ans, c'est 8 millions par année. C'est deux grandes sous-mesures, là, qui est toute la consolidation des services de proximité, donc rejoindre donc, services de proximité en dépendance pour les personnes en situation d'itinérance, notamment dans les ressources mêmes, là, en RHU. Donc, aller vers les gens, la consolidation de nos équipes spécialisées en dépendance en urgence hospitalière. Des gens qui se retrouvent, qui sont en situation d'itinérance, qui se retrouvent dans nos urgences hospitalières, comment on peut consolider nos services pour s'assurer de services mieux adaptés, puis consolider la continuité des services, l'accès à continuité pour ces personnes-là lorsqu'ils sont en urgence hospitalière. Il y a des mesures concrètes qui sont là, il y a du financement, puis on suit ça, là. C'est des mesures qu'on va suivre. Moi, je voulais faire une petite parenthèse pour dire qu'on a des plans, mais ces plans-là, ils nous permettent d'avoir des mesures où la collaboration est effective, puis elle est requise, puis elle se décline en des services importants qui doivent être déployés sur le terrain. Donc, voilà, là, une petite parenthèse au niveau du PAI 21-26. Merci Thierry de parler du plan d'action interministériel en itinérance. Il m'est très précieux. Pour Ah, moi revenir, aussi, oui. pour revenir au dénombrement, bon, souvent, on réduit beaucoup le dénombrement à la prévalence là, de l'itinérance, la prévalence estimée. Donc, l'objectif 1, oui, qui est d'estimer le nombre de personnes en situation d'itinérance visible, ça ne permet pas d'estimer le nombre en itinérance cachée, parce que justement, bon, il n'y a pas de méthodologie qui permette à ce jour d'estimer cette prévalence-là un jour donné, c'est-à-dire la nuit du 11 au 12 octobre. Toutefois, le dénombrement, c'est beaucoup plus qu'une estimation, beaucoup plus qu'un nombre estimé. Ça poursuit deux autres objectifs et je veux m'assurer que tout le monde saisisse bon, aussi cette immense place que prend les deux autres objectifs dans le cadre du rapport final. Donc, c'est une invitation à lire le rapport. Donc, ça a l'objectif aussi de décrire certaines caractéristiques des personnes en situation d'itinérance à partir d'informations recueillies par questionnaire. Et ça permet aussi de comparer d'une année à l'autre. C'est comme si que le dénombrement était un temps de mesure et on peut suivre l'évolution dans le temps du phénomène, pas juste sur le nombre estimé, mais aussi sur les caractéristiques des personnes qui se retrouvent en situation d'itinérance visible. Donc, la nuance est très importante bon, je tenais à la mentionner. Du point de vue méthodologie, bon, c'est quoi le dénombrement? Ben, c'est un ensemble de stratégies là, pour permettre d'atteindre les trois objectifs que je viens de vous énoncer. Ben, premièrement, il y a beaucoup de stratégies qui se passent le soir même du 11 octobre, le soir même de la tenue du dénombrement. Donc, il y a plusieurs centaines d'intervenantes, d'intervenants. J'imagine qu'il y a plusieurs personnes d'entre vous qui ont même contribué. Il y a des travailleuses de rue, on les salue s'il y en a présents, s'il y en a qui sont présents, qui ont participé à la démarche. Il y a aussi, bon, c'est pas banal, il y a plus de 1000 bénévoles qui ont reçu une formation, puis qui sillonnent les rues le soir du 11 octobre et qui passent les questionnaires, qui interrogent systématiquement les gens qui croisent sur leur chemin pour savoir s'ils sont en situation d'itinérance ou non. Et si c'est le cas, ben bon, ils leur passent un questionnaire s'ils consentent à y répondre, bien sûr.
Il y a aussi plusieurs autres, il y a aussi plusieurs autres stratégies. Bon, je tiens à mentionner que le soir du 11 octobre, il y a 248 secteurs qui ont été sillonnés, 112 lieux ciblés. Il y a 871 feuilles d'observation remplies par les bénévoles et les intervenants, intervenantes, travailleuses de rue. Il y a 54 personnes témoins. En fait, sur le soir, on place des personnes témoins, ce qu'on appelait. En 2018, on les appelait les leurs. On a changé l'expression pour justement s'assurer de la fiabilité de ce qui a été fait en matière de sillonnage. Il y a aussi, bon, le soir, il y a 2818 questionnaires qui ont été remplis le soir même. Les jours suivants, vous allez voir aussi. Et nouveauté cette année, le dénombrement s'est aussi déroulé à l'intérieur des établissements de détention. Donc, cellule par cellule, les personnes incarcérées ont été questionnées pour savoir s'ils étaient en situation d'itinérance pour pouvoir avoir une donnée plus précise. Donc, c'est une amélioration méthodologique qu'on a eue cette année. Les soirs, les journées suivantes, le dénombrement, il y a aussi d'autres stratégies qui sont tenues. Par exemple, il y a des événements attractifs pour les personnes, tu sais, par exemple des cafés, tout ça, ou des personnes qui n'ont pas été observées durant la veille puissent être pris en considération dans les calculs. Il y a d'autres questionnaires qui ont été remplis, donc 1700 questionnaires de plus pour un total quand même de 4524 questionnaires, dont 242 dans les RHD et les CRD. Puis il y a aussi, bon, tous les organismes qui ont rempli un sondage sur Voxco pour connaître un peu le taux d'occupation dans leur point de service. On est très surpris et heureux du taux de participation global, bon, qui a été de 73 des points de service de ressources qui ont répondu au sondage. Pour les RHD, CRD, on est à 68 de taux de participation. Moi, si tu me permets, Jocelyn, moi, j'insiste sur le chiffre de 4524 personnes sondées, là. Vraiment, là, c'est quand même beaucoup d'informations sur des personnes, tu sais, qui sont souvent invisibilisées, hein, dans nos enquêtes populationnelles. Vraiment, le dénombrement, là, tu sais, ça constitue vraiment une base de données, moi, que je trouve qui est rare, là, qui est vraiment précieuse. En tout cas, ça m'apparaît pas banal, là, comme nombre. Merci de le souligner, Thierry. Au niveau des améliorations méthodologiques, j'ai évoqué ce qui s'est passé au niveau des centres, au niveau des établissements de détention. Je tiens à souligner aussi qu'il y a davantage de municipalités qui ont été sillonnées comparativement à 2018. La collecte des données administratives dans les hôpitaux a été systématisée on est très fiers aussi qu'il y a deux régions supplémentaires par rapport à 2018 qui ont déployé le dénombrement sur leur territoire. On parle de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Côte-Nord. Ouais, ben moi, Jocelyn, moi, je salue la participation de la Mississippi puis de la Côte-Nord, vraiment, là. Cette participation-là, elle nous permet notamment de recueillir un petit peu plus d'informations là, sur les personnes autochtones qui sont en situation d'itinérance. Donc, une meilleure représentation de leur voix, bien sûr, tu sais, dans nos réponses, là. Donc, d'avoir c'est ça, une lecture un petit peu plus large de différentes réalités. Et puis, la participation de ces deux régions-là était vraiment bienvenue dans ce sens-là. Merci de le souligner, Thierry. J'ai parlé des améliorations, il faut parler évidemment des limites. Évidemment, le dénombrement est loin d'être un instrument parfait de mesure de l'itinérance. On dit que chaque étude a ses limites. Le dénombrement en contient plusieurs et il est impératif de les nommer. Il faut rappeler que le dénombrement, ça ne mesure la prévalence qu'un soir donné, et dans les régions participantes. Donc, on n'a pas un portrait global tu sais, de l'ensemble de la population et ça ne permet de mesurer que la partie visible du phénomène. Là. Il y a énormément de personnes qui passent sous l'angle mort. Ça laisse dans l'ombre, donc, beaucoup de réalités, dont celle de l'itinérance
cachés, comme je l'ai évoqué. Les enquêtes populationnelles réussissent à parler davantage d'itinérance cachée, mais ça demeure une grande énigme de savoir comment aller chercher des personnes en situation d'itinérance cachée. On a réussi à en chercher quelques-unes. Là, on parle, je pense, autour de 800 personnes en situation d'itinérance cachée qui ont utilisé les services et qu'on a donc pu rejoindre à travers les questionnaires. Mais encore là, est-ce représentatif des personnes en situation d'itinérance cachée? C'est un immense point d'interrogation. Donc, il y a énormément de limites liées à la stratégie même du dénombrement. Toutefois, il faut garder à l'esprit que c'est une photo qui donne un aperçu de l'ampleur de la situation et ça vient surtout combler un angle mort des enquêtes populationnelles actuelles. Au niveau du rapport, non, l'analyse des données, excusez-moi, je vais passer rapidement, mais je trouvais hyper important de dire qu'en 2018, et ça devrait être présenté comme une forme d'amélioration méthodologique, là, ça a vraiment été des grands partenaires, l'INSPQ, qui a réalisé l'analyse des données, qui a coordonné tout ça grâce au mentorat notamment d'Éric Latimer, qui avait réalisé le dénombrement en 2018. Et aussi, on a été conseillé par un comité scientifique composé de 14 experts issus du milieu scientifique, du réseau de la santé et services sociaux, du milieu communautaire. Et je tiens à dire, particulièrement à Léa Frédéric, qu'on a déjà annoncé dans le rapport que le prochain comité consultatif allait inclure des personnes avec un vécu expérientiel pour s'assurer d'améliorer de fois en fois l'exercice. Donc, c'est tout ce que je dirais sur l'analyse des données. Pour le rapport, il y a aussi eu des modifications par rapport à celui de 2018. Je tiens à mentionner, je vais aller rapidement aussi, là, qu'on a ajouté des nuanciers. Vous comprendrez pourquoi on les a appelés comme ça dans le rapport, mais ça vient donner des outils conceptuels puis des précisions méthodologiques avec beaucoup de nuances, dans le fond, sur comment interpréter les données. Qu'est-ce qu'on veut dire par là donc, il y a vraiment plusieurs éléments, notamment du deuxième portrait de l'itinérance qui ont été apportés. Il y a une section sur le respect du droit et de la dignité des personnes qui a été ajoutée et aussi toute une analyse différenciée pour justement différencier les caractéristiques des femmes cisgenres ayant passé la nuit dans une ressource d'hébergement pour personnes fuyant un contexte de violence et les autres femmes cisgenres en situation d'itinérance. Donc, pour voir le profil spécifique des femmes fuyant un contexte de violence. Puis évidemment, ben, comme il n'y avait pas d'exercice de comparaison en 2018, ben, toute la section sur la comparaison est nouvelle en 2022. Il y a aussi toute une section par région là, qu'on a conservée par rapport à 2018. Il est important de mentionner, vous allez comprendre plus tard, que chaque région pouvait ajouter une question dans le questionnaire qui était passé aux personnes en situation d'itinérance sur leur territoire, donc une question régionale. Et c'est là que l'on trouve, c'est là qu'on trouve les résultats des questions régionales. Et je vais, pour le milieu de la dépendance, j'attire votre attention sur la question de la Montérégie qui portait sur la crise des opioïdes. Donc, je m'apprête à donner, Cyril, est-ce que tu voulais intervenir ou Ben, tu peux-tu revenir en arrière? Ouais, juste oui? la question des régions. On le disait tantôt, là, bon, on est dans 13 régions participantes. Il nous manque encore à ce jour 3 régions, là. Il y a Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Nord du Québec qui ne sont pas avec nous. Moi, je rêve, tu sais, d'un prochain exercice avec l'ensemble des régions qui vont participer pour qu'on ait un réel portrait national, là, de la situation. Ben, Moi, je pense que ça va être important. Thierry, je pense qu'on va tâcher de transformer ton rêve en réalité parce que dans les prochains exercices, là, on souhaite que le dénombrement soit déployé dans l'ensemble des régions. D'ailleurs, je ne sais pas si Célia Frédéric, je t'ai donné le lien, mais la Gaspésie a fait, a fait Ah oui, un intéressant. portrait régional, un portrait régional de l'itinérance sur son territoire. Là. Donc, il a publié un rapport spécifique là-dessus. Là. Donc, on est en voie d'avoir un résultat vraiment national là, sur la question de l'itinérance. Parfait. Donc, au niveau, je m'apprête à vous donner les données là, sur l'itinérance, il y en a plusieurs qui sont déjà publiques, mais je veux rappeler, ce que j'ai déjà parlé des limites, là, mais il faut quand même rappeler que
Le nombre estimé, ça concerne uniquement la nuit du 11 octobre. Ce nombre-là est inférieur au nombre total qui connaissent un épisode d'itinérance au cours d'une année. Donc, c'est pas parce que, bon, on prend une mesure une journée donnée que c'est révélateur de l'ensemble de l'année. On ne peut que parler du 11 octobre 2018. Ce nombre-là, ça inclut que les personnes en situation d'itinérance visible et que certaines réalités qui entrent dans la... Bon, ça inclut pas certaines réalités qui entrent dans la définition de la politique nationale de lutte à l'itinérance, notamment celle d'itinérance cachée. Dans le deuxième portrait de l'itinérance, l'Institut de la statistique du Québec a fait une étude et révèle que la prévalence des épisodes à vie est 7 fois plus nombreuse que la prévalence des épisodes d'itinérance visible. On ne peut pas faire une règle de 3 puis dire, bon, ben, on va prendre le nombre estimé de le 11 octobre et faire x7. C'est beaucoup plus complexe que ça, le milieu de l'itinérance, mais ça vous donne une idée de la proportion de personnes qu'on n'arrive pas à rejoindre au courant d'une seule nuit. Donc, les rappels sur les limites étant faits, on peut dire qu'il y a 10 000... Ouais, Jocelyn, si tu me Oui, permets, peut-être oui, une dernière petite limite là, en lien peut-être plus avec le volet dépendance. C'est que, tu me permets? oh oui, vas-y. OK, c'est vraiment en lien avec nos ressources, là. C'est parce que, tu sais, dans le rapport, on n'a pas de section spécifique dans le rapport du dénombrement là, sur les enjeux de dépendance. Dans le rapport, les données qui sont en provenance des RHD et des CRD, ils ont été placés dans une colonne spécifique qu'on a appelée centre de thérapie, là. Hein, tu te souviens? Et puis, c'était l'expression, tu sais, qui avait été retenue, ça, dans le rapport de 2018. Puis par souci, vraiment, c'était un souci de comparaison, là. Tu sais, on a eu des choix difficiles. On le savait que la nomenclature n'était pas bien adaptée, mais il y avait un impératif de pouvoir avoir quand même faire une certaine comparaison. Donc, on a retenu quand même la nomenclature centre de thérapie là, dans le rapport de 2022. Ce qui fait que, bon, on en est là, mais bon, tout ça va évoluer dans le prochain rapport. On va tenter de dénouer les enjeux. Et puis, c'est ça. Donc, on a des données, puis ce qu'on a aujourd'hui, tu sais, il y a des données que tu vas présenter là, que ne sont pas nécessairement, je crois, hein, tirées du rapport. On a demandé à l'INSPQ, puis merci vraiment, collègues de l'INSPQ, je ne sais pas s'ils sont présents aujourd'hui, pour nous sortir des données un petit peu plus spécifiques là, qui n'apparaissent pas dans le rapport, mais c'est dans le sens là, où on a des données inédites, puis ce qui fait qu'on a aussi des limites d'interprétation en lien avec nos nomenclatures actuelles, là. Oui, merci Thierry. Pour te rassurer, là, puis pour rassurer plusieurs personnes, là, la catégorie centre de thérapie, ben, en fait, tous les types de ressources, là, la nomenclature, il y a un gros exercice de réflexion là, qui va être fait autour des catégories. Comme on avait l'obligation, ben, comme on avait l'objectif de pouvoir comparer 2018 à 2022, on a conservé les mêmes catégories, mais bon, il y a une réflexion là, sur la catégorisation des types de lieux là, qui va se produire dans les prochains exercices. Sois pas inquiet. Puis pour justement, là, bon, merci à l'NSPQ de nous avoir sorti des données inédites. Dans le cadre de la présentation d'aujourd'hui, on va vous présenter en premier lieu les données qui apparaissent dans le rapport, donc vous pouvez aller tirer. Puis en deuxième partie, ben, c'est plus la troisième partie, ces fameuses données inédites-là, là, ils ont fait vraiment une analyse différenciée selon le trouble de consommation de substances et la pratique de jeux d'hasard et d'argent, donc les profils spécifiques. Là. Donc, on va pouvoir vous présenter ça en avant-première. Ça reste des données qu'on a fait sortir dans le cadre de l'exercice du troisième portrait de l'itinérance. Donc, ça va être publié dans quelques années seulement, là, quand le troisième portrait va être rédigé et publié. Donc, merci de la spécification. Donc, 10 000 personnes, que je disais que le nombre estimé de personnes en situation d'itinérance visible, vous l'avez certainement vu passer dans les médias, 10 000 personnes, ce n'est pas un nombre arrondi. On est vraiment arrivé, là, vous pouvez le voir on est vraiment
arriver à 10 000. Là, je tenais à le spécifier. Je dois spécifier aussi que le nombre lié à la Côte-Nord, c'est un nombre qui a été estimé sans sillonnage, étant donné les particularités régionales d'une aussi grande région. Donc, c'est forcément fortement sous-estimé. J'attire votre attention aussi sur le 4 690 personnes à Montréal. Donc, on voit vraiment que la région métropolitaine, bon, pour ainsi dire, quasi la moitié des personnes en situation d'itinérance visible sur son territoire. Au niveau, tu sais, si on compare les données, si on compare les données avec l'exercice de 2018, premièrement, je dois vous dire, on ne peut pas faire une règle de 3 puis prendre le nombre estimé en 2018 puis le comparer aux 10 000. Comme il y a eu plusieurs améliorations méthodologiques, l'INSPQ a vraiment fait plusieurs calculs dont je ne pourrais pas vous expliquer l'entièreté bon, tu sais, toute la logique derrière ça, mais toujours est-il qu'il fallait pouvoir comparer des comparables. Et lorsqu'on compare les comparables, on arrive à une augmentation estimée de 44 entre l'exercice de 2018 et de 2022, ce qui est une augmentation très considérable en très peu de temps. J'attire votre attention aussi sur le plus de 1000 personnes à Montréal par rapport à l'exercice de 2018. J'attire aussi votre attention, puis je trouve ça assez, d'un point de vue personnel, alarmant, l'augmentation de 268 de l'itinérance visible en Outaouais entre 2018 et 2022. Aussi, les régions des Laurentides et de la Montérégie qui ont vu l'itinérance visible doubler au cours de ces 4 années. Je tiens à dire que peu importe, toutes les régions au Québec voient l'itinérance augmenter dans leur région et toute forme d'augmentation, ça comporte son lot de défis. Donc, on ne peut pas commencer non plus à sous-estimer qu'est-ce que ça représente une augmentation bon, qui est un peu moins spectaculaire, c'est pas le bon adjectif, là, mais bref, toute augmentation de l'itinérance vient avec son lot de défis. Maintenant, ah oui, dans si on va dans les types de ressources, qu'est-ce qu'on observe? Comme on peut ventiler les données différemment, on remarque que les personnes en situation d'itinérance visible se retrouvent énormément dans les ressources de transition. Le lieu extérieur, donc l'itinérance de rue, 1335 personnes. Là, juste pour me faire mentir sur ce que j'ai dit précédemment, ce nombre-là peut être comparé directement au nombre qui a été estimé en 2018. Pourquoi? Parce que c'est exactement la même méthodologie qui a été déployée sur le terrain en 2018. Et si on compare les deux chiffres, on parle d'une augmentation de 55 de l'itinérance de rue. Donc, c'était à noter. J'attire votre attention aussi sur la prévalence des personnes en situation d'itinérance en détention. Donc, 959 personnes, tu sais, on a réussi à avoir ce nombre estimé-là grâce au travail qui a été fait le soir du 11 octobre dans les établissements de détention. On constate qu'il y a près d'une personne sur 10 une personne en situation d'itinérance sur 10 est incarcérée. Et si on voit la donnée autrement là, et qu'on va à l'intérieur des établissements de détention, on peut avancer. Le rapport permet d'avancer qu'il y a près d'une personne incarcérée sur 5 qui est en situation d'itinérance visible. Donc, il y a vraiment un enjeu sur la question du basculement vers l'itinérance des personnes qui ont été incarcérées. Au niveau des CRD, des RHD, 928 personnes. Oui, Oui, c'est ça, c'est un nombre. Vas-y, Thierry. tu me permets, oui, écoute, ben, moi quand je regarde ce nombre-là, puis je regarde le pourcentage des ressources là, qui ont contribué, la conclusion que je ne peux pas m'empêcher de faire, c'est qu'on a une donnée qui est clairement sous-estimée, là. Tu sais, puis qu'il faudra développer des stratégies pour augmenter notre précision là, dans le nombre, au niveau de ce nombre-là, dans les prochains jours, dans les prochains exercices. Il y avait le volet, effectivement, CRD et centre de thérapie slash RHD. Euh, il y a le volet centre hospitalier aussi, moi, que je questionne, Jocelyn. Cette donnée-là me questionne beaucoup, beaucoup.
Bon, j'ai juste une donnée en tête, là, c'est celle du nombre de visites annuelles à l'urgence hospitalière pour une raison ou une autre liée aux dépendances, là. Bon, ce que nos outils d'information nous disent, puis bon, l'information solide, là, c'est quand, bon, l'année dernière, en 22-23, c'était 36 573 visites là, en urgence hospitalière pour une cause ou l'autre liée aux dépendances. Puis là, je ne veux pas faire d'amalgame à toute visite égale toute personne en situation d'itinérance, là. Loin de moi cette idée. Puis bon, 36 573 par année, c'est au-dessus de 100 visites par jour là, dans nos urgences hospitalières. C'est quoi le nombre? Tu sais, est-ce qu'on peut avoir une lecture un petit peu plus spécifique là, de la situation? Bon, il y a une réalité dans nos urgences hospitalières là, pour lesquelles on mène des actions pour consolider les services. Puis ça va être important qu'on soit capable d'avoir cette lecture-là pour notamment avoir des services qui vont être adaptés aux réalités et aux besoins des personnes en situation d'itinérance puis qui se présentent en urgence hospitalière. Moi, une donnée qui me fait lever le poil de ses bras, c'est quand on regarde de ces 36 573 visites-là, la proportion des gens qui sont retournés à la rue sans aucune référence en rien, c'est plus de 90 des gens là, qui sont retournés à la rue sans aucune continuité de service. On le sait là, que la fenêtre clinique est tellement capitale à ce moment-là, les gens qui se présentent en termes motivationnels, il y a de quoi là. Tu sais. Puis il me semble que, bref, plus largement au niveau des services en dépendance, un petit peu plus spécifiquement en lien avec dépendance et itinérance, puis moi, je questionne la donnée, puis j'espère on aura une donnée éventuellement un petit peu plus robuste pour encore là s'appuyer pour développer des services en fonction d'une vision plus claire de la réalité, là. Je fais peut-être le lien, excuse-moi si tu me permets une dernière fois, tu sais, de cette lecture-là par rapport au dénombrement. Mais pour les services en dépendance, là, on ne l'a jamais fait, mais on le fait là, cette année, là. On est dans peut-être une petite parenthèse pour les collègues qui sont présents aujourd'hui. Vous savez, dans le cadre du plan d'action interministériel en dépendance, il y a toute une série de suivis qu'on doit faire, là, notamment à mi-parcours du plan d'action interministériel. Ce qui était prévu à la mi-parcours, donc en 22-23, c'était la production d'un bilan de mi-parcours. Puis moi, aujourd'hui, je vous l'annonce en primeur, le bilan, il est écrit, là. Puis on va le publier bientôt. Puis au-delà d'un bilan, on a mené un exercice en parallèle aussi pour faire un premier, c'est la première fois qu'on fait ça au Québec, là, un état des lieux sur l'état de déploiement de nos standards de service. Donc, tu sais, l'annexe 3 du PAID, c'est notre offre de service en dépendance, là. Nos 9 fiches, donc depuis détection, repérage, détection, jusqu'à l'ensemble de nos services spécialisés, on va prendre le pouls de l'état de déploiement des standards, mais aussi de nos requis de service. On fait vraiment une première prise de photo sur c'est quoi les besoins en service dans chacune des régions du Québec. Puis surtout pas dans une perspective productiviste, là. C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est donner des leviers aux établissements puis aux partenaires d'avoir une vision encore là plus claire de c'est quoi le nombre de personnes qui ont des besoins de services en dépendance dans les différentes régions par rapport aux différents services qui sont inclus dans l'offre de services. Puis un petit peu dans le même optique que le dénombrement, ben, on veut l'utiliser là, comme levier pour soutenir les partenaires, pour consolider, développer des services, mais en fonction d'une vision plus claire de ils sont nous où nos besoins là. Oui. Fait que, on réalise ça présentement. Merci Pour, des pour quelques minutes. ta, ouais, pour ta préoccupation concernant la précision de la mesure de l'itinérance dans les CRD, RHD, je tiens à rementionner que l'exercice de dénombrement s'améliore de fois en fois. C'est pour ça qu'on propose des nouvelles stratégies pour venir préciser ce nombre-là. Toutefois, tu sais, on peut pas bon, inventer des chiffres, là. On y va sur ce qu'on peut démontrer avec les stratégies qu'on a déployées, mais on est toujours à l'affût pour améliorer justement cet instrument de mesure-là que l'on sait déjà imparfait, mais qu'on aspire à devenir de mieux en mieux. Euh,
L'exercice, l'INSPQ a fait un important calcul aussi dans le cadre du rapport, et c'était de voir ben, la prévalence, le nombre estimé, ben, ça représentait combien de personnes par 100 000 habitants, mais ça représente aussi, et ça permet de voir aussi, bon, 120 personnes, donc 10 000 personnes, ça représente 120 personnes par 100 000 habitants qui se trouvent en situation d'itinérance visible. Ça permet aussi de comparer ce qui se passe dans les autres provinces, dans les autres pays aussi. Là, donc, ils ont fait un bon exercice là, en épluchant la littérature là, pour voir justement là, le niveau de représentation. Jocelyn, moi, écoute, cette diapo-là, là, moi, la Finlande, ça me saute d'en face, là. 20 par 100 000 habitants. Mon Dieu. Tu sais, moi, ce que ça me dit, c'est que ça marche, là. Tu sais, il y a on met le programme, les interventions qu'ils font, les mesures qu'ils mettent en place, ça porte fruit, là. C'est possible de faire des pas en avant pour nos personnes, puis pour améliorer les services, puis faire baisser, agir sur le phénomène finalement. Donc, en tout cas, moi, je trouve ça intéressant. Je ne connais surtout pas, écoute, je frappe les limites de mes connaissances là, en lien avec c'est quoi le modèle finlandais, mais il y aurait lieu de le creuser, à mon avis, parce que il me semble qu'il y a quelque chose là. Tout à fait, le modèle finlandais en itinérance, d'un point de vue mondial, là, est reconnu là, comme ayant trouvé des solutions structurantes là, pour prévenir et réduire l'itinérance. Donc, c'était justement, en fait, l'exercice de l'INSPQ réussit à démontrer, il y a 6 fois moins de personnes en situation d'itinérance visible en Finlande qu'au Québec, toute proportion gardée. Maintenant, pour le deuxième objectif, là, vraiment de décrire les caractéristiques des personnes en situation d'itinérance. Donc, on a fait l'exercice là, de vraiment d'analyser les réponses aux questionnaires distribués aux personnes en situation d'itinérance le 11 octobre 2022 et les jours suivants. Quand on compare bon, les réponses données en 2022 à celles de 2018, bien, étonnamment ou non, c'est un profil qui est très similaire bon, de fois en fois. Donc, Ben, ouais, vas-y, ouais. Thierry. Ben, moi, ce que ça me dit, Jocelyn, c'est que, tu sais, la parnouche, ça indique que, peu importe, si l'itinérance augmente en flèche, tu sais, les données je pense, sont très claires, là. Ils démontrent que la société, on pousse à la rue un ensemble de personnes qui partagent les mêmes caractéristiques, là. Moi, je trouve ça terrible. Oui, ben, c'est un peu ce que le dénombrement vient réaffirmer. Là, on était déjà au courant, mais maintenant, on vient un peu le démontrer avec les statistiques. Mhm. Au niveau hommes, bon, le 2 tiers des personnes en situation d'itinérance visible, ce sont des hommes. Il y a plus du 3 quarts des personnes dans les lieux, des personnes en situation d'itinérance dans les lieux extérieurs qui sont des hommes. Au niveau des femmes, une des données, un des faits saillants, il faut remarquer que 23% ont vécu leur premier épisode au cours de la dernière année. On se rappelle qu'en octobre 2022, on était, donc si on parle des données de la pandémie beaucoup, puis ça démontre à quel point que les violences, notamment, là, ça fragilise très rapidement les conditions de vie. Et c'est ce qui explique aussi ce taux de prévalence-là important là, chez les femmes qui ont vécu leur premier épisode d'itinérance. Personnes à diversité de genre, donc les personnes trans et non-binaires, 4% de l'échantillon là, qu'on a eu, c'est très surreprésenté. Et je tiens à mentionner que cette surreprésentation-là est moins visible ce qu'on appelle les centres de thérapie, donc dans les CRD et dans les RHD. Donc, parce que c'est 1% des usagers et des usagères des RHD, CRD qui sont trans ou non-binaires. On a fait, bon, je vous ai fait des graphiques un peu pour illustrer le fait saillant. Donc, le genre, bon, le fait saillant dans les RHD et CRD, ça se retrouve dans le rapport, dans la colonne centre de thérapie. Donc, les statistiques par rapport au genre, par rapport à l'âge. Sinon,
Au niveau des groupes très surreprésentés, ben, il faut parler des Autochtones, évidemment. Il y a 13% des personnes sondées qui se sont identifiées comme autochtones, soit 5 fois plus que dans la population générale. On voit vraiment que la question de la lutte contre le racisme est importante pour lutter contre l'itinérance aussi. Aussi, autre groupe très surreprésenté, je l'ai évoqué avec la pluralité de genre, mais si on y va plus largement sur les personnes de la diversité sexuelle et de genre, c'est un groupe qui est très surreprésenté en itinérance, particulièrement chez les jeunes de moins de 30 ans, où on observe 29%. Donc, c'est plus d'un jeune en situation d'itinérance sur quatre qui sont LGBT. Particulièrement dans les régions de Chaudière-Appalaches et de Capitale-Nationale, on voit que la lutte à l'homophobie, transphobie, c'est hyper important aussi pour lutter contre l'itinérance. Il y a beaucoup de ces jeunes-là qui ont été éjectés de leur famille en raison de leurs différences, en raison de leur identité sexuelle et d'âge ou de genre. Donc, c'est préoccupant à ce niveau-là. On peut évoquer aussi au niveau du rapport les personnes qui ont été placées dans le passé par la Direction de la protection de la jeunesse, donc près de 30% qui ont déjà été placés, les personnes incarcérées, j'en ai déjà parlé, et les locataires expulsés de leur logement. Au niveau de l'identité, quand on va plus précisément sur les centres, les RHD puis les CRD, on voit une différence par rapport à la surreprésentation que je viens d'évoquer. Donc, bon, au niveau de l'identité autochtone, dans les CRD et RHD, c'est 2,6 fois moins nombreux que chez les personnes en situation d'itinérance. Au niveau de l'orientation sexuelle, les personnes de la diversité sexuelle sont 1,5 fois moins nombreux, toute proportion gardée, en RHD ou en CRD que dans l'ensemble de notre échantillon. Peut-être une petite intervention, Jocelyn, si tu me permets, ici, à ce moment-ci, concernant nos RHD. Puis en lien avec leur capacité à adapter les services là, à différents groupes, puis bon, à différentes situations. Tu sais, il ne faut pas perdre de vue puis il faut bien comprendre que c'est surtout pas nécessairement parce que les RHD ne souhaitent pas améliorer leurs pratiques là, qu'on retrouve peut-être ces situations-là. Il y a vraiment des enjeux qui découlent du règlement là, en tant que tel. Vous savez, les ressources d'hébergement en dépendance privée ou communautaire nécessitent d'être certifiées, là. Contrairement à nos ressources d'hébergement, santé mentale, en itinérance, il n'y a pas ce même impératif-là. Et puis, les contraintes de la certification du règlement, là, ils sont importantes. Donc, ils sont régis, ils sont soumis à cette réglementation, à ce règlement-là depuis 2016, hein. Puis, on n'a jamais fait les adaptations. Puis, je vous disais tantôt, tu sais, le phénomène évolue rapidement. Tu sais, en 2016 puis aujourd'hui, là, l'eau a beaucoup passé sous les ponts, là. Puis il est important qu'on puisse adapter le règlement aux réalités actuelles, tu sais. On visait, tu sais, le règlement, s'il n'est pas là pour rien, là. Les ressources, tu sais, avant le règlement sur les ressources d'hébergement en dépendance, là, écoute, il y a eu tellement de tragédies. Il y a des personnes qui sont décédées. Le nombre de personnes sont décédées. Les personnes se sont faites arnaquer et ont vécu mille et une difficultés là, dans des ressources où la qualité n'était pas au rendez-vous, tellement que le protecteur du citoyen s'est miliné et a dit non, c'est fini. On va demander une réglementation. Ce qu'on a fait, on a vraiment un règlement qui a permis de resserrer tout le volet de la qualité des services puis de la pertinence des services dans les ressources. Mais comme tu sais, avec tout ça vient des limites puis des difficultés d'un règlement qui est des fois un petit peu trop rigide, là. Je vous donne trois exemples en termes de rigidité. Les trois grands enjeux, là, j'essaie de les retrouver, je les avais notés. Euh, il y a tout le découpage par catégorie de services. Tu sais, les RHD, c'est quatre grands types de services. Donc, dégrisement, détox, thérapie, puis réinsertion sociale. Mais tu sais, on compartimente encore aujourd'hui là, par catégorie de services. Il y a des voies de passage possibles, mais quand même, tu sais, juste le volet de la réinsertion sociale, là, c'est important qu'on puisse la considérer sur l'ensemble du continuum de services de réadaptation.
Il ne faut surtout pas attendre. On connaît les enjeux de logement aujourd'hui là, qui ne sont pas les mêmes qu'en 2016. Quand tu finalement tu as intégré une thérapie, tu es prête, mais tu n'as pas de logement, il ne faut pas que tu attendes de 3 jours avant d'avoir fini ta thérapie pour entreprendre des actions de retour en logement si c'est possible. Bref, tout le volet de la réinsertion sociale puis de la thérapie, il y a quelque chose qu'on doit améliorer au niveau de la fluidité. Il y a toute la question de l'aménagement des lieux dédiés aussi, donc qui est bien important. Donc, ça, ça adresse tous les enjeux en lien avec la clientèle non binaire et trans, qui vivent des difficultés en lien avec un règlement qui est encore trop rigide aujourd'hui. Donc, tu sais, le message là, c'est pas tant que nos ressources veulent pas, mais c'est que le règlement est rigide, puis il doit être adapté. Puis on va dans ce sens-là. Tu sais, nous, on a fait toutes les demandes, puis on attend les autorisations, on est prêt vraiment pour faire toutes les adaptations. Il y a des enjeux, bien sûr, légaux, là, puis il y a tout un accompagnement avec le contentieux qui doit être fait. Mais on est prêt à aller dans ce sens-là pour adapter le règlement, là, pour s'assurer que les services soient mieux adaptés aux populations plus vulnérables qui ont besoin de services de réadaptation, qui pourraient intégrer une ressource d'hébergement en dépendance, et puis pour lequel des fois c'est plus difficile le contenu du règlement actuel. Fait que ça, c'était juste le nommer. C'est pas que nos ressources ont des mauvaises intentions. C'est que s'ils ne se conforment pas au règlement, ben, ils vont perdre leur certification puis ils ne pourront plus donner service. C'est ça la conséquence. Fait que c'est ça. On est là-dedans. C'est des grands enjeux. Puis on vise à les résorber là, dans les meilleurs délais qu'on peut. Ben, merci pour tes précisions, Thierry. Euh, je reviens au rapport sur le dénombrement. Le plus gros changement qui s'est produit entre 2018 et 2022 concernant les questionnaires, c'est la question, une question très importante là, sur les raisons évoquées de la perte du dernier logement. Donc, on demandait aux personnes interrogées là, de nous nommer le ou les raisons là, pour lesquelles. En 2018, c'était les troubles liés à la consommation de substances qui étaient la réponse la plus souvent évoquée. Et en 2022, c'est désormais l'expulsion, notamment pour cause de loyers impayés, de plaintes ou de rénovation du logement. Cette raison-là, oui, est intimement liée à la crise du logement. Là, on ne peut pas en faire fi, mais il est hyper important de dire que cette observation-là, ce résultat-là est aussi et surtout lié à un changement méthodologique qui s'est produit entre 2018 et 2022. C'est-à-dire qu'en 2018, la question des expulsions apparaissait pas dans les choix de réponse au questionnaire. Toutefois, elle a émergé dans le rapport. Dans la réponse autre, il y a plusieurs personnes qui ont évoqué cette réponse-là dans le questionnaire en 2018. Donc, on a ajouté ce choix de réponse-là en 2022. C'est pour cette raison-là que, bon, il y a une plus forte prévalence. Donc, c'est difficile à comparer les chiffres en 2018. En fait, c'est pas possible de comparer les chiffres en 2018, la prévalence de personnes en situation d'itinérance qui évoquent l'expulsion comme la raison de la perte des derniers logements. Toujours est-il que cette année, non, en 2022, on constate que les expulsions constituent une importante cause de l'itinérance. Cause, c'est pas le bon terme, un important facteur de l'itinérance. Les troubles liés à la consommation de substances demeurent une raison très souvent évoquée. Et c'est souvent très, très lié là, avec les expulsions. Et bien sûr, les revenus insuffisants, donc les questions de pauvreté ici. Moi, tu l'as dit le Vas-y. mot. C'est très lié, effectivement. Si on regarde ces trois raisons-là, on peut forcer de constater qu'elles sont très, très, très liées les unes entre les autres, là. Bref, moi, c'est un peu le constat que je fais. Je ne sais pas Oui, comment on pourra dénouer ça, là, mais il y a des perspectives très systémiques là, sous, sous ces trois raisons-là, puis qui sont très liées entre elles. Ouais. oui.
On a fait aussi l'exercice d'isoler les réponses offertes par les répondants des RHD. J'ai marqué RDH, RHD et CRD. Donc les répondants, bon, évidemment, les troubles liés à la consommation de substances a été la raison la plus souvent évoquée dans plus du trois quarts des répondants. Donc, c'est pas tout le monde qui ont perdu leur logement, qui se retrouvent en situation d'itinérance en raison de leurs troubles. Mais le trois quarts, c'est ce qu'ils ont évoqué. Et les réponses sont quand même différentes là, du reste des autres personnes en situation d'itinérance qui ont répondu au sondage. La deuxième, c'est la question de l'hospitalisation ou programme de traitement. Près du tiers des répondants ont dit que la raison évoquée, c'est parce qu'on suivit un programme de traitement. Et plus du quart des répondants aussi ont répondu que c'est lié à l'incarcération. J'ai évoqué tout à l'heure la prévalence dans les établissements de détention. Ça ressort ici dans les réponses des répondants des CRD et des RHD. Au niveau du revenu, de manière générale, là, on constate qu'il y a 61% seulement des personnes en situation d'itinérance qui ont accès au programme d'assistance sociale. Chez les jeunes de moins de 30 ans, c'est 45%. Donc, il y a une réflexion à avoir là-dessus. J'attire aussi votre attention sur l'emploi. Donc, près de 16% des répondants ont un emploi, notamment à temps plein, et se retrouvent en situation d'itinérance. Il y a un indicateur ici qu'avoir un emploi aujourd'hui, c'est plus le revenu n'est peut-être pas assez important pour se louer un logement. Là. Il y a vraiment un constat ici qui est à faire et un autre constat à faire sur les personnes qui ont absolument aucun revenu ou du moins qui déclarent absolument aucun revenu. 7,2% qui ont même pas l'aide financière de dernier recours. Oups, un instant, c'est mon PowerPoint, OK. Et bon, j'attire votre attention sur les jeunes de moins de 30 ans. Cette proportion-là de personnes qui ont absolument aucun revenu grimpe à 12%. Donc, il y a une réflexion à faire. Dans les CRD, RHD, on remarque que ce n'est pas tout à fait le même profil. Il y a 88% des personnes qui ont accès au programme d'assistance sociale. 0,8% qui ont un emploi informel. Ça, il faut dire qu'il y a peut-être une petite question à faire sur le fait qu'on répond devant des intervenants, tout ça aussi, mais quand même 0,8% par rapport à 10% des autres. Et il faut remarquer aussi le 1,7% qui ont absolument aucun revenu, donc c'est beaucoup plus bas. Donc, il y a une réflexion à avoir là-dessus. Il y a une réflexion, puis il y a de rappeler l'importance des programmes qui favorisent l'accompagnement des personnes, tu sais, dans tout le volet de l'inscription à l'aide financière de dernier recours. Puis moi, je reviens à mon petit laïus de tantôt sur plus largement tout le volet de nos activités de réinsertion sociale pour accompagner les gens, peu importe leurs besoins, que ce soit retour à l'emploi, retour aux études, retour dans un logement, retour à l'accès à des revenus de soutien là, de ce type. Vraiment, je ne veux pas répéter ce que j'ai dit tantôt, mais on est là-dedans, là, puis il y a vraiment un tour de plus à faire, là, pour s'assurer que les services soient rendus, puis qu'on accompagne les gens vers les bons, dans le cadre des bons programmes, puis vers les bons services. Merci. Il y avait trois nouvelles questions dans le questionnaire en 2022 par rapport à 2018. La première question concernait justement, j'en ai évoqué, là, la direction de la protection de la jeunesse, donc 29%. On ne sait pas c'est quoi la prévalence dans la population de personnes qui ont déjà été placées par le passé par la DPJ, mais bon, à coup sûr, on n'est pas de l'ordre près du tiers de la population, là, donc ça serait évalué, là, mais il y a une surreprésentation majeure. Et cette surreprésentation-là est encore plus forte chez les répondants des RHD et CRD. Là. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont issues des CRJDA, des foyers d'accueil, de la LSJPA, etc. Là. Donc, c'était à mentionner. Il y avait une question aussi sur la COVID. Donc, il y a 15% des personnes qui ont perdu leur logement depuis mars 2020 qui établissent un lien entre leur basculement vers l'itinérance puis la COVID. 7%, bon, c'est plus de la moitié moins chez les répondants des RHD et CRD.
Il y avait une autre question aussi concernant le dernier diplôme obtenu. Donc, il y a 30, bon, là, je réduis la statistique au nombre de personnes qui n'ont pas leur étude secondaire, mais je vous invite à aller voir le rapport pour plus de détails, là, mais il y a près du tiers là, qui n'ont pas leur diplôme d'études secondaires. Chez les répondants des RHD, CRD, c'est plus nombreux. La proportion est plus importante aussi. Donc, il y avait ces questions-là. Autre question qui était, puis c'est là qu'on arrive dans la troisième partie de la présentation. On respecte les temps alloués, soit une demi-heure par section. C'est la question 18 qui était liée aux problèmes de santé rapportés. Là, je tiens à vous dire d'entrée de jeu, là, il est question de problèmes de santé rapportés. On n'est pas dans les diagnostics, on n'est pas dans les. Fait qu'on ne peut pas aller très loin, là. Bon, il y a plusieurs personnes aussi que, bon, il n'était pas obligé de répondre, là, évidemment, là, à la question. Puis, bon, fait, prenez les statistiques que je vous dis comme étant des données auto-rapportées et non pas comme des diagnostics francs. Toujours est-il qu'on a posé la question, bon, quel problème de santé bon, que les personnes évaluées à avoir. Donc, j'attire votre attention qu'il y a 57,6 des personnes en situation d'itinérance qui rapportent avoir un trouble lié à la consommation de substances. Donc, c'est une proportion qu'on doit relever. Oui. Je tiens à relever aussi le nombre de personnes qui rapportent avoir un trouble lié au jeu d'hasard et d'argent, 9,3. On sait sûr que le questionnaire bon, permet pas permet pas d'évaluer la prévalence là, du jeu pathologique, là, par exemple, là, mais toujours est-il que 9,3 c'est beaucoup de personnes. Je vous ai mis la colonne aussi des réponses des personnes j'ai encore marqué RDH, en RHD et en CRD. Et donc, on remarque tu sais, le niveau de fumeur est quand même à noter. Euh, à noter aussi, chez les répondants des RHD, CRD, il y a 93 des personnes qui déclarent avoir un trouble lié à la consommation, aux consommations de substances. Donc, c'est ainsi dire qu'il y a un 7 qui disent qu'ils sont en RHD, CRD, mais qui n'ont pas nécessairement un trouble. On n'a pas creusé là, pourquoi ils disaient ça. Est-ce que c'est parce qu'ils ont terminé? Bon, ils se considèrent qu'ils n'ont plus le trouble ou considèrent qu'ils qui sont pas au bon endroit ou peu importe. Mais bon, vous voyez la statistique aussi, je l'ai mis parce qu'on l'avait. Sinon, les troubles liés à la consommation, à la pratique des jeux d'hasard et d'argent grimpent à 12,6 bon, des personnes en RHD, CRD. De manière globale, je vous invite à juste voir les taux de prévalence qui sont quand même élevés, même s'il s'agit d'auto-rapportés, là, troubles mentaux, limitations cognitives, conditions médicales, physiques. Donc, c'est important. Au niveau du trouble mental, le plus souvent rapporté, ben, c'est l'anxiété. Bon, et on le comprend. Je veux dire, c'est ça. Est-ce que c'est la rue qui génère l'anxiété ou l'anxiété qui génère la rue? On aurait besoin vraiment de plusieurs études qui viennent vraiment éclaircir, non pas ces données-là, mais qui viennent arriver avec des données beaucoup plus fiables et solides. Ici, c'est un peu juste un détecteur qui voit un peu qu'est-ce que disent les personnes en Mais situation d'itinérance. en Oui? même temps, tu fais bien, Jocelyn, de souligner, effectivement, faut être prudent, c'est pas des diagnostics, mais en même temps, tu sais, si on veut, si on dit, puis on croit le fait que tu sais, les personnes sont les premiers experts de leur situation, là. Pour moi, bon, il pas un expert en interprétation de données, mais il demeure que si ça vient de ce que les personnes nous disent, ben, moi, je le crois, puis je considère que c'est des données qui sont quand même robustes, là. Puis pour moi, en tout cas, ça me parle beaucoup. La question de la condition médicale, la maladie physique, vraiment, je trouve ça hautement préoccupant. Puis une petite parenthèse là-dessus. Peut-être que plusieurs d'entre vous n'êtes pas au fait, là, mais vous savez, toute la question des services médicaux en dépendance, là, c'est du côté de la DSDI, c'est des préoccupations de tous les instants. Puis c'est ce sur quoi on a beaucoup appuyé dans les derniers mois, dernières années. Puis je tiens à le saluer. Au passage, là, ma collègue, les avancées qu'ont permis notre collègue Léa Frédéric Rainville, qui a porté le dossier des services médicaux, puis ça porte fruit là, présentement, gang. Vraiment,
C'est une première au Québec, là. On est en train de développer en projet pilote pour la première fois un programme complémentaire en dépendance et en itinérance dans nos GMF, là. On a un programme, on a 6 projets pilotes qui sont en cours depuis quelques mois. Là. Ben, je dis 6, mais c'est 4 là, présentement. Donc, 6 GMF qui sont visés pour tester le programme. On vise à être, on a des grandes ambitions en lien avec ce programme-là, mais tu sais, ultimement, c'est qu'on on veut on veut permettre aux gens, aux populations vulnérables, aux prises avec des problématiques de dépendance en situation d'itinérance, de pouvoir avoir un accès accru aux médecins là, via les GMF. Puis en étroite collaboration avec les établissements. Donc, on travaille là-dessus. Au moment où je vous parle, il y a des projets pilotes qui sont en cours, là. C'est pas banal, là, les avancées qu'on a pu faire. Puis je vous parlais de collaboration tantôt. On n'aurait jamais pu réaliser ça sans l'étroite collaboration là, de la direction des affaires médicales du ministère là, qui a avancé avec nous main dans la main puis qui regarde exactement à la même place que nous, là, en lien avec vers où on s'en va avec le déploiement de ce programme complémentaire-là. Comment tout ça va aboutir, je peux pas, j'ai pas de boule de cristal, mais c'est quelque chose, là, vraiment, c'est pas banal comme travaux actuels. Puis, ben, moi, ce que ça me parle aussi, tu fais bien de le souligner, là, la question des jeux de hasard et de l'argent, le trouble lié à la consommation de substances. Tantôt, je vous parlais de nos travaux en lien avec le bilan de mi-parcours du plan d'action interministériel en dépendance. Ce bilan-là, il est porté par la table interministérielle, puis il a été réalisé en étroite collaboration avec notre comité d'experts national en dépendance, là. Puis il y a peut-être des personnes ici présentes que je salue. Ils ont, ils ont contribué de manière importante à une première mouture de ce document-là qui, actuellement, au moment où je vous parle, il a été déposé au Conseil du Trésor, puis on s'en va en publication, là. L'activité de présentation qu'on fait aujourd'hui, moi, dans mes rêves, j'espère qu'on pourra faire une présentation du bilan mi-parcours. Il faudra que ce document-là vive parce qu'il y a des éléments importants qui sont en lien avec justement avec ce qu'on voit là, là. Puis il y a des constats qui ressortent du bilan de mi-parcours. Le premier, là, ce que nos experts nous rappellent, là, c'est la sévérité de la problématique des dépendances. On perd de vue que pour nombre de personnes, tu sais, on a une perspective de service court terme, mais pour nombre de personnes, il y a des gens qui développent des problèmes chroniques, puis du monde qui meurt, là, à tous les jours ou presque, là. On ne vous parlerait pas de la crise des surdoses, puis vous ne parlerez pas beaucoup là, de ce que nous rappelait le comité d'experts en lien avec des travaux réalisés à l'Organisation mondiale de la santé sur l'échelle des conséquences là, en lien avec certaines maladies, puis les dépendances, tout ce qui est risque de surdose, dépendance à l'alcool, dépendance aux jeux pathologiques. Tu sais, dans l'échelle de 0 à 1, là, on est à la même place que des maladies très sévères, là, telles que des cancers métastatiques, bref, c'est là qu'on est, là. On est dans une maladie là, qui, pour plusieurs personnes, c'est sévère. Il y a des risques de mort. Puis, avec toutes les conséquences systémiques que ça implique là, sur l'entourage, la société. Donc, ça, c'est un des constats. Le constat aussi de la stigmatisation. Le deuxième grand constat qui est porté par le comité d'experts puis la table, encore aujourd'hui, on constate toute la stigmatisation autour de la question des dépendances. Puis par la bande, ça concerne toutes les personnes aussi qui sont en situation d'itinérance, qui ont des problèmes de dépendance. On est encore dans une ère très stigmatisante par rapport à ces populations-là, avec toutes les conséquences systémiques délétères que la stigmatisation amène, là. Fait que j'ai bien hâte qu'on puisse publier le bilan puis que vous puissiez constater ces éléments-là, puis qu'on puisse faire du pouce pour remettre ces enjeux-là en haut de la pile, là, parce que de toute façon, c'est le test de la réalité, là. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on en parle des médias. Il y a des tragédies à chaque jour. Nos services sont sursollicités à plusieurs endroits. Euh, Bref, en tout cas, c'est ça. Je m'arrête là au niveau du bilan, mais moi, cette diapo-là, elle me parle beaucoup. Puis, en tout cas,
des belles choses à venir. Merci encore, Léa. Vraiment, les travaux que tu as pilotés en lien avec le programme complémentaire, on s'en va vers quelque chose qui va être intéressant là, au bénéfice premier des populations vulnérables concernées. Thierry, tu as énoncé le risque de décès. Je tiens à mentionner les réponses à la question de la Montérégie sur la crise des surdoses. 11,4 % des Montérégiens Montérégiennes et Montérégiens en situation d'itinérance déclarent avoir fait une surdose au cours de la dernière année. Je tiens à attirer votre attention aussi, pas attirer votre attention, mais je tiens à mentionner que les personnes qui en sont décédées n'ont pas pu répondre évidemment au questionnaire et il y en a combien? Il y en a combien de personnes en situation d'itinérance qui décèdent de la crise des surdoses? C'est en soi une problématique auquel il faudrait vraiment se pencher plus spécifiquement. Sur la question justement de la montée régionale, non, je suis pas à la bonne page encore. Maintenant, je vais vous présenter vraiment l'analyse différenciée sortie par les NSPQ. Donc, ce n'est pas des résultats que vous allez trouver dans le rapport sur le dénombrement, mais qui vont plutôt apparaître dans le prochain portrait de l'itinérance pour vraiment aller voir qui sont les personnes qui ont un trouble de consommation de substances ou un trouble lié à la pratique des jeux d'hasard et d'argent et qui sont en situation d'itinérance. Donc, les caractéristiques, on remarque, parce que bon, on avait dans le rapport, on a le profil des personnes que l'on trouve en CRD, mais plus largement le monde qui disent avoir des troubles. Bon, mais c'est quoi les autres réponses qu'ils ont dit? Donc, on a extrait les données, puis on vous présente ça ici. Vous allez voir, il y a des nuances par rapport aux résultats en CRD et en RHD. Au niveau des personnes qui ont un trouble de consommation, ben, on remarque à quel point ben, chez les fumeurs, c'est important, la prévalence est importante. On remarque aussi que le profil, de manière générale, est plus complexe que chez les autres, que dans la colonne totale, là, dans le fond, dans toutes les problématiques, c'est plus prévalent chez les personnes qui disent avoir un trouble de consommation de substances psychoactives. J'attire aussi votre attention sur quand on fait l'extraction des personnes qui ont répondu avoir un trouble lié au jeu d'hasard et d'argent, mais le profil, la prévalence est encore plus complexe. Les résultats sont encore plus marqués. Par exemple, il faut mentionner que plus du trois quarts des personnes qui disent avoir un trouble lié au jeu d'hasard et d'argent disent oui, avoir également un trouble lié à la consommation de substances. Donc, on parle vraiment de complexification des problématiques ici. Je tiens à mentionner aussi que pour les troubles liés au jeu d'hasard et d'argent, là, on a quand même près de 400 répondants en situation d'itinérance qui disent avoir un trouble lié au jeu d'hasard et d'argent. Donc, c'est quand même beaucoup de personnes interrogées, là, beaucoup de personnes qui sont invisibilisées dans plusieurs enquêtes populationnelles. Donc, je trouvais important d'en faire mention, d'en faire une catégorie personnelle. Je dois dire que j'ai un intérêt personnel aussi, puisque j'ai déjà travaillé sur les jeux d'hasard et d'argent. Donc, c'est pour ça aussi que ça m'interpellait comme problématique. Toujours est-il que les données que je vous présente ici parlent d'elles-mêmes. Les personnes qui ont un trouble de consommation de substances ou un trouble de jeux d'hasard et d'argent, ben, il faut se préoccuper de la complexité de leur profil. Et il y a d'ailleurs plusieurs études là, justement qui mettent en exergue là, cette complexité-là et qu'est-ce que ça représente aussi comme complexité pour les trajectoires de service. Maintenant, plus spécifiquement, je vois que le temps file. Alors, excuse-moi Thierry, je vais accélérer au niveau de la présentation des données. On a aussi demandé de faire la même chose pour la question régionale de la Montérégie parce qu'on trouvait que c'était d'intérêt pour vous aujourd'hui. Il y a, on a comparé, bon, là, on est dans le très petit N, là, mais quand même, on avait les données, fait qu'on on va vous les présenter. C'est à
à prendre avec beaucoup de précautions. Alors, Donc, au niveau des personnes qui disent avoir fait une surdose, bon, il y a 81% qui disent qu'ils ont un trouble lié à la consommation de substances. C'est important de mentionner que ce n'est pas tout le monde qui font une surdose qui ont nécessairement un trouble lié à la consommation de substances. Donc, ça vient de réitérer ici. Et moi, j'aimerais vraiment attirer votre attention sur le 22,4% des personnes qui disent avoir fait une surdose au cours de la dernière année, qui disent aussi avoir des troubles liés aux jeux d'hasard et d'argent. Donc, c'est deux fois plus nombreux par rapport. C'est deux fois plus nombreux en proportion là, qu'au total là, bon, donc en Montérégie. Moi, moi, ça m'évoque, dans le fond, toute la littérature, là, notamment de David Le Breton, qui nous disait que les jeux hasard et d'argent, les consommations de substances, ça fait partie des pratiques ordaliques. Ce sont des tentatives de vivre. Et non des tentatives de suicide qu'ils font. Là. Donc, il y a vraiment quelque chose là, à aller puiser, là, peut-être pas dans la donnée, mais dans ce que les données tendent à nous dire derrière ça. Donc, je trouvais ça intéressant de vous le présenter. Maintenant, si on revient plus bon, à notre analyse différenciée selon le trouble de consommation de substances psychoactives et les troubles liés à la pratique des jeux d'hasard et d'argent, bon, on fait un portrait plus général. Au niveau des hommes, ben, il y a plus d'hommes qui admettent, bon, qui disent avoir un trouble de consommation. Et bon, c'est ça, c'est plus souvent des hommes, près du trois quarts d'entre eux. Et regardez, dans le fond, la ligne sur les identités, sur les personnes trans et non binaires, on remarque que bon, c'est sensiblement la même proportion qui ont un trouble lié, de personnes trans et non binaires qui ont un trouble de consommation versus qui n'en ont pas. Donc, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à tirer là, d'autant plus qu'on connaît la prévalence dans les CRD, RHD. Thierry, tu as déjà fait les nuances appropriées. Donc, mais justement, quand on fait une analyse différenciée, ça nous permet de voir ça. Au niveau des personnes qui ont un trouble de jeu d'hasard et d'argent, remarquez aussi, c'est la même chose pour les personnes trans et non binaires. Toutefois, on remarque qu'il y a plus d'hommes encore qui disent avoir un trouble de jeu d'hasard et d'argent et qui sont en situation d'itinérance. Au niveau de l'âge, on remarque ici que c'est vraiment, au niveau du trouble lié à la consommation de substances psychoactives, c'est un peu la même chose qu'on remarque dans les RHD et CRD. Là, c'est vraiment la tranche de 30 à 49 ans qui sont le plus concernés là, par les troubles liés au jeu d'hasard, le trouble de consommation. Pour les troubles liés aux jeux hasard et d'argent, ben, on remarque il y a des gens un peu plus âgés, là, de manière générale. Là, les répondants sont plus âgés qui disent ça. Ça va, bon, les données que je vais vous présenter ultérieurement vont un peu venir confirmer cette lecture-là, là, de qui on parle, qu'on parle des personnes en situation d'itinérance qui ont des troubles très complexes. Donc, voici, il y avait quelque chose d'intéressant à tirer de ces chiffres-là. Je tiens à dire aussi que moi, je présente les données, là, je ne suis pas en mode analyse là, non plus. Le rapport sur le dénombrement, ce n'est pas une recherche, c'est une collecte de données. Là. Donc, c'est aussi et surtout le rôle des chercheurs là, de prendre ces données-là et de creuser plus loin, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif, que dans les devis mixtes, là, pour vraiment approfondir le profil des personnes en situation d'itinérance ou prises avec des troubles de consommation de substances ou avec des troubles liés aux jeux d'hasard et d'argent. Donc, moi, je présente la base de données seulement. Au niveau de l'identité autochtone, ici, on remarque donc, les Autochtones ben, sont plus nombreux bon, en proportion à déclarer avoir un trouble de consommation. Donc, c'est ça. Il y a vraiment une question à voir là, surtout si on les compare à ce qu'on remarque dans les RHD et CRD. Pour les troubles liés aux jeux d'hasard et d'argent, la prévalence est au niveau de la représentation des Autochtones atteint 16,5 aussi. Là, donc, c'était à mentionner.
Lié maintenant à l'orientation sexuelle. Je ne sais pas qui est présent dans la salle, mais s'il y a je sais qu'il y a des personnes, il y a des chaires de recherche, tout ça qui s'intéressent plus spécifiquement aux données. Donc, on a pensé à vous sortir ces données-là également. Les personnes, la diversité sexuelle, en fait, c'est très au même titre que la question de la pluralité des genres, la question de la diversité sexuelle aussi est très semblable, là. C'est comme si que l'orientation sexuelle influençait pas la question du trouble lié à la consommation de substances. Il y a un petit peu plus de personnes au niveau des troubles des jeux d'hasard et d'argent, mais on parle aussi de moins de personnes, là. Ça reste dans les mêmes eaux quand on compare les personnes qui disent ne pas avoir de troubles versus les personnes qui ont des troubles. C'était, selon nous, intéressant à présenter. Voici pour les chiffres. Je vois qu'il reste 6 minutes. Euh, cette diapo-là est, selon moi hyper intéressante parce que il est question du nombre de mois passés en situation d'itinérance. Là, pour un exercice de concision, là, j'ai vraiment divisé ça juste en moins de 6 mois, plus de 6 mois. 6 mois, ça ne veut rien dire, là. Ce n'est pas un indicateur de long terme, mais quand même, c'était pour rentrer dans une seule diapositive les données. Toujours est-il qu'on voit que les personnes en situation d'itinérance qui rapportent avoir un trouble lié à la consommation de substances, oui, ils ont un profil plus complexe et ça se manifeste notamment par le nombre de mois passés en situation d'itinérance. Ils sont moins nombreux à avoir passé moins de 6 mois. Et plus nombreux à affirmer avoir passé plus de 6 mois. Là. Évidemment, là, on essaiera dans un rapport de décliner, là, parce que ce n'est pas la même chose pour les premiers épisodes d'itinérance et tout ça. Là, je me suis juste concentré sur le nombre de mois passés en situation d'itinérance. Toujours est-il que les données parlent. Cette donnée-là, je trouvais qu'elle était révélatrice pour vous en parler aujourd'hui. Dans la même veine que je vous parlais de la complexité des profils, la complexité des profils des personnes qui rapportent avoir un trouble lié au jeu d'hasard et d'argent, ils sont encore plus nombreux à passer plus de 6 mois en situation d'itinérance, là. Il y a vraiment une préoccupation accrue à avoir pour le jeu, non, mais plus largement sur la complexité des problématiques vécues et justement là, comment que l'itinérance tend à je ne veux pas dire chroniciser, là, le terme chronique n'est pas bien adapté pour l'itinérance, selon moi, parce que chronique réfère beaucoup au registre médical et l'itinérance, ce n'est pas une maladie. Vraiment, on parle plus d'itinérance à long terme, du moins dans le portrait de l'itinérance. Il y a vraiment une réflexion à avoir et j'invite vraiment, s'il y a des chercheurs présents ici, à sonder davantage ces questions-là, de cette complexité des problématiques-là et de voir, c'est ça, si je peux me permettre un commentaire personnel, et de voir ces problématiques-là non plus en vase clos, mais si on veut s'intéresser à la question de l'itinérance, de voir comment un ensemble de facteurs de vulnérabilité affecte la situation résidentielle, mais dans le fond, plusieurs facteurs liés au mieux-être des personnes. Donc, ça sera un peu ma conclusion que je vous dirai là-dessus. Les raisons évoquées de la perte de logement, si on y va plus spécifiquement euh, sur les personnes qui rapportent avoir un trouble lié à la consommation de substances, sans surprise, c'est aussi la raison la plus souvent évoquée chez les répondants, mais c'est alors autour du tiers qui répondent que leur trouble lié à la consommation de substances fait partie des raisons de la perte de leur dernier logement. Et cette raison-là est moins nombreuse chez les personnes qui ont un trouble lié au jeu d'hasard et d'argent. Et par contre, quand on voit les personnes qui n'ont pas de trouble lié à la consommation de substances, cette raison-là est évoquée à 7% des répondants. Et de manière générale, on voit que les catégories, les raisons évoquées ressemblent énormément au portrait global. Donc, on parle d'expulsion, on parle de pauvreté également.
Je tenais à mentionner aussi que la perte d'emploi fait partie du top 5. Bon, je ne sais pas si je pouvais écrire ça comme ça, là, mais fait partie des raisons les plus souvent évoquées chez les répondants qui ont un trouble de jeu de hasard et d'argent, là. Donc, il y a vraiment quelque chose à explorer à ce niveau-là, là. Perte d'emploi, jeu de hasard et d'argent, là, pour l'itinérance du moins, il y a vraiment une association là qui devient vraiment intéressant à sonder. Au niveau des revenus, et bon, je pense qu'on va pouvoir pas mal compléter ici. Là, je vois le temps qui file, puis je tiens vraiment à pouvoir répondre à vos questions et Thierry également. Euh, on voit qu'au niveau des revenus, ben, il y a quelque chose d'assez semblable là, bon, pour les personnes qui ont un trouble de consommation ou les personnes qui ont des jeux hasard et d'argent avec l'ensemble des répondants. Donc, au niveau de l'accès au programme d'aide sociale, bon, ben, c'est relativement, c'est relativement semblable. Toutefois, bon, la question de la prestation des aînés, bon, il y a vraiment quelque chose qui se passe là pour les troubles de jeu hasard et d'argent. C'est lié beaucoup à l'âge aussi des répondants, là, évidemment. Je tiens à vous faire remarquer l'emploi. Donc, on remarque que chez les personnes qui disent avoir un trouble de consommation, un trouble de jeu hasard et d'argent, ben, ils ont moins souvent des emplois, contrairement aux autres personnes en situation d'itinérance, mais plus souvent des emplois informels. Parmi les emplois informels, bon, on retrouve évidemment le travail du sexe, aussi la vente de drogue. Je sais qu'il y a une question qui a déjà été posée auparavant sur est-ce qu'on peut savoir la proportion des revendeurs de drogue, par exemple, chez les... non, on a vraiment créé une catégorie, on n'a pas commencé à rentrer, on n'a pas décliné les différentes formes d'emploi informels qui ont été évoquées par les répondants. Fait que on est désolé, on ne va pas à ce point-là dans le spécifique. On ne voulait pas non plus projeter l'image d'une enquête bon, sur le terrain aussi. Là, donc, on a créé une grande catégorie à cet effet-là. J'attire votre attention enfin sur le nombre de personnes qui n'ont absolument aucun revenu. Il y a moins de personnes bon, qui disent avoir un trouble de consommation de substances psychoactives ou un trouble lié au jeu d'hasard et d'argent qui disent n'avoir aucun revenu. Et tu as déjà mentionné par le passé que les RHD et les CRD pourraient peut-être, c'est une hypothèse que j'évoque comme ça en guise de conclusion parce que je vais lire Frédéric se connecter, constituer une forme de protection aussi pour réduire les méfaits financiers liés à l'itinérance. Fait que j'arrête le partage immédiatement. Je suis sage. Merci, merci à nos deux panélistes, Monsieur Simard, Monsieur Gadois, vraiment super présentation. Toujours intéressant de vous entendre. Vraiment, j'espère également que nos participants ont apprécié. Donc, on va ouvrir là, la période de questions. On vous rappelle que vous pouvez adresser vos questions à nos panélistes par le biais de la fonction Q et R ou encore demander à ce qu'on ouvre vos micros en levant la main si vous souhaitez là, prendre la parole. Déjà, Pascal nous pose une première question. Je vous invite à répondre, là, Monsieur Gadois, Monsieur Simard. Pascal nous demande, là, vous avez souligné que le prochain dénombrement sera effectué sur le territoire québécois. Les communautés des Premières Nations au Québec seront-elles dénombrées aussi? On tient à dire que dans le comité consultatif slash scientifique, il y a des experts issus des communautés autochtones aussi qui participent à la réflexion là, sur le déploiement. Ça reste une démarche, bon, on enfonce le dénombrement dans la gorge de personne, là. C'est-à-dire que ça reste à la discrétion des communautés de participer ou non, mais toujours est-il qu'il y a des spécificités là, en matière autochtone. Là, on a cette préoccupation-là là, que l'exercice demeure consensuel auprès de nos collaborateurs autochtones. Et en ce sens-là, bon, ben, il y a des initiatives qui se font. Là, je pense à la C3S PNQL qui avaient eux-mêmes créé leur propre portrait de l'itinérance dans les communautés. Donc ça fait partie. Donc, nous, on n'exclut personne dans notre sillonnage, dans le déploiement de l'exercice, mais bon, c'est ça, on tâche d'être le plus inclusif possible et on tâche de rester une démarche qui reste volontaire aussi. Merci. Espérons qu'on pourra y arriver vraiment. Les réalités relatives aux populations autochtones vont être importantes qu'on consolide notre lecture puis d'être en mesure de mieux représenter.
les réalités vécues par les personnes. Oui, Mais et voilà. d'avoir une meilleure représentation au sein de notre base, tu sais, au sein des répondants, là, pour avoir le maximum tu sais, le maximum de répondants qui s'identifient comme autochtones. Il faut dire aussi, là, je profite de l'occasion pour dire on a vraiment contribué entre l'exercice de 2018 et 2022 à améliorer le questionnaire au sujet des choix de réponse, parce qu'on prenait le rapport on prenait le questionnaire, on adaptait le questionnaire du fédéral. Cette fois-ci, il y a vraiment eu un gros tour de roue auprès des communautés pour s'assurer que les choix de réponse qui étaient évoqués, là, tu sais, les personnes se sentent vraiment à l'aise avec les catégories qui étaient proposées. Il y a un nuancier à cet effet. Merci, merci pour vos réponses à tous les deux. On a également Geneviève qui souhaite nous poser une question là, de vive voix. Donc, c'est possible d'ouvrir son micro pour qu'on puisse entendre sa question. Geneviève, la parole est à toi. Geneviève Tousignan. Ah, excusez, j'ai pas de question en fait, ça doit être juste une erreur. OK, parfait. Ben, merci d'avoir pris la parole pour nous le spécifier. Donc, on enchaîne avec une seconde question. Bonjour, est-ce qu'on a des données concernant les personnes migrantes et demandeuses d'asile en situation d'itinérance? Est-ce que ça serait possible d'avoir aussi des données relatives à la consommation d'alcool en lien avec la réponse 18? Merci. Oui, au niveau des personnes migrantes et réfugiées, il y avait une question là, là, je ne l'ai pas, il faudrait que je fasse un contrôle F très rapide là, pour donner la donnée, là, mais c'est dans le rapport, c'est analysé tout au long du rapport aussi. Là, on a décliné cette analyse-là selon l'identité de genre, selon l'identité autochtone, etc. On a vraiment fait une ADS plus liée au dénombrement. Donc, ça en fait partie. Et ce qui est à mentionner du point de vue des réponses, c'est qu'on n'observe pas de surreprésentation des personnes migrantes et réfugiées chez les répondants qui ont répondu au questionnaire du dénombrement. On imagine, on voit la situation, là, notamment à Montréal. Là, on imagine qu'il y aura sans doute un changement peut-être en tout cas, c'est une hypothèse, là, je ne veux surtout pas faire de spéculation, mais il risque d'avoir un changement là, à ce niveau-là. Au niveau des spécificités des personnes migrantes, on a observé que dans notre analyse différenciée des femmes victimes de violences ou des femmes qui se retrouvent dans les ressources pour femmes victimes de violences et les femmes qui se retrouvent en situation d'itinérance, on remarque une surreprésentation des femmes migrantes dans les ressources pour femmes victimes de violences. Donc, tu sais, le rapport émet une piste, si on veut, et bon, si on veut travailler sur des mesures plus préventives, là. Donc, vous verrez ça dans le rapport final. Il y a vraiment une préoccupation particulière au niveau des femmes migrantes qui se retrouvent dans les ressources. Fait que, bon, je vous invite à lire ça. C'est dans la section discussion. Merci. Également, on a Ah, une l'alcool, question. oui. Vas-y, vas-y, l'alcool, oui. Oui, c'est ça. On n'a pas posé, tu sais, le questionnaire est déjà plus ou moins long, là, donc on n'a pas commencé à entrer spécifiquement dans plusieurs sujets. Donc, on n'a pas posé la question, consommez-vous de l'alcool, consommez-vous du cannabis, consommez-vous du tabac, tout ça. On n'a pas été chercher cette donnée-là, donc je n'ai pas réponse à vous offrir là-dessus. On est désolé, on est un peu limité dans le nombre de questions qu'on peut poser. Il faut rappeler aussi le contexte le contexte dans lequel on se trouve quand on pose des questions. On est dans la rue, ce sont des bénévoles aussi pour plusieurs qui passent les questionnaires. Donc, on tente d'avoir. On ne veut pas non plus prendre trop de temps aux personnes en situation d'itinérance. C'est ça. Fait que vous voyez un peu le contexte dans lequel on se trouve. Donc, on limite le nombre de questions. Et si c'était juste de nous, on prendrait vraiment beaucoup plus de questions qui deviendraient très intéressantes. Très bien. On enchaîne avec une question de Patty qui souhaitait prendre le micro et vous poser une question de vive voix. Patty? Ah, je suis désolée, moi aussi, je pense que j'ai accroché. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous voulez en profiter pour poser une question? Non, j'ai pas de question, mais je trouve ça très intéressant et enrichissant, là, les données que vous nous avez transmises. Merci beaucoup. Ben, merci à vous.
Je sais pas si c'est mon ancienne collègue, Patty Roy de Rouyn-Noranda, que ça fait longtemps que j'ai pas vu, puis que c'est elle, ben, je la salue. Ben, merci, je te salue aussi, Thierry, effectivement. Salut, Patty. Alors, on poursuit avec Alexandra qui demande quand on dit placé par la DPJ, on parle réellement de placer dans un milieu autre que son milieu familial d'origine ou seulement pour qui il y a une intervention quelconque par le DPJ? Euh, attends, je me rappelle plus du libellé exact, mais est-ce que je... Bon, ouais. Qui ont été placés, on parle vraiment de placement à la DPJ, pas juste une interaction avec la DPJ, là. Donc, bon, c'est là qu'on parle de 29% de personnes qui ont déjà été placées, là, c'est assez important là, comme prévalence. Euh, Puis, je dois dire, bon, si je peux me faire une autre parenthèse, ces données-là sont cohérentes avec ce que l'étude de M. Goyette disait là, sur l'avenir des jeunes placés. Là. Si j'ai une invitation à faire, là, autre que de lire le rapport des dénombrements, c'est de lire cette étude bon, de l'ELGEP là, bon, qui nous sensibilise vraiment là, sur la question de la difficulté que vivent les jeunes placés pendant leur transition à l'âge adulte et le basculement vers l'itinérance, là, qui est une préoccupation qu'on doit avoir d'un point de vue sociétal, là. hmm, merci pour les spécifications. On a une question aussi par le micro de Bobby. Bobby, on va espérer que tu as une question plutôt que ça soit un bug technique. Est-ce que Bobby est avec nous? Bobby? Non. Vous m'entendez-vous? Très bien. Bonjour, bonjour. Bonjour. En fait, j'ai écrit la question. Je ne savais pas que ça allait activer mon micro. Je vais vous la lire. Super. Euh, Ma question, en fait, c'est considérant que le dénombrement ne tient compte que d'une seule journée, est-ce qu'il y a une éventualité ou un, voyons, un possible contexte dans lequel on pourrait faire ce genre de dénombrement-là, mettons, au trimestre ou afin d'aller chercher un portrait plus clair du phénomène de l'itinérance? Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est super clair comme question. Je tiens à dire, ça serait le rêve d'avoir des données en continu, justement, notamment pour voir l'effet des saisons, quoique bon, le réseau Solidarité Itinérance du Québec rappelle qu'il n'y a pas de saison à l'itinérance, là. Mais toujours est-il que pour avoir des données, il faut quand même considérer à quel point c'est énergivore de mener un exercice de dénombrement. Là, on sollicite plus de 1000 bénévoles, les intervenants aussi là, qui sont sollicités, là, les intervenants travailleuses de rue, tout ça là, pour mener cette grande bon, collecte de données-là sur l'itinérance. On tente de le faire de manière un peu plus régulière, j'oserais dire, mais tu sais, on voit aussi que le profil des personnes en situation d'itinérance ne change pas énormément entre les deux exercices. Donc, il faut se poser la question, l'énergie déployée, l'argent déployé aussi pour mener un tel exercice, est-ce que le soif de données, bon, est-ce qu'on répond à une soif de données ou à un besoin tu sais, on a la préoccupation aussi que les ressources déployées pour ça, ben, tu sais, fassent autre chose que compter les personnes en situation d'itinérance. Donc, on fait des exercices sporadiques pour évoluer, pour voir l'évolution dans le temps. Mais ça serait le rêve de trouver une stratégie beaucoup moins énergivore qui nous permettrait d'avoir des données sur une base régulière, évidemment. Donc, mais on est toujours preneur là, de savoir quelles sont ces stratégies qui seraient non chronovores et moins énergivores et moins chères aussi pour avoir de telles données. Donc, c'est à développer à cet aspect-là. Mhm. Merci, Jocelyn, pour les informations supplémentaires. Thomas nous demande, là, les dénombrements de 2018 et de 2022 n'ont pas été réalisés au même moment de l'année. À quel point est-ce que cette limite impacte, là, selon vous, la comparaison des données? Oui, ça a rappelé, ben, oui, oui, bon,
tout a un impact. Toute décision méthodologique a un impact sur les résultats. On est conscient, on a inscrit dans le rapport qu'on ne pouvait malheureusement pas quantifier tu sais, c'est quoi l'impact d'avoir changé de saison. On rappelle qu'on a changé de saison pour des raisons, pour des raisons de COVID-19. On était, je ne me rappelle plus, là, c'est indiqué dans le rapport, là, mais on était dans une vague là, au printemps 2022. Fait qu'on ne pouvait absolument pas tenir un exercice de dénombrement, mettre à risque la santé des personnes en situation d'itinérance là, en allant les questionner un par un comme ça. Donc, on a choisi de transférer l'exercice à l'automne pour des raisons de santé. Puis aussi, la pandémie a constitué d'importants défis là, pour le réseau communautaire. Fait qu'on ne voulait pas en plus ajouter un exercice de dénombrement à ça. Là. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a choisi, l'automne. On a inscrit dans le rapport, on a fait un petit bulletin météo là, pour comparer parce que, bon, évidemment, la météo change, c'est s'il pleut une telle journée, mais ça change aussi. Donc, il y a plusieurs choses à considérer dans un exercice de dénombrement. Les températures, on a une très belle journée. Là. Bon, on dirait que je fais un bulletin météo, là, excusez-moi, là, mais on a une très belle journée là, le 11, le 11 octobre. Les températures étaient légèrement plus froides que l'exercice de 2018, mais toujours est-il que, bon, on ne pense pas qu'au niveau de la météo, il y a eu un impact assez majeur. Pour changer. Puis de toute façon, c'est ça. Donc, on a tenu l'exercice à une saison différente. Dans les prochains exercices, on espère que ça puisse, qu'on puisse, je dirais pas neutraliser cette donnée-là, là, mais qu'on espère mesurer l'itinérance, estimer l'itinérance plutôt, dans des climats qui sont comparables. Mathilde nous demande, est-ce qu'il y a des initiatives entre le prochain dénombrement sur les liens entre incarcération et itinérance? Ben, ça, je ne pourrais pas répondre à ça personnellement. Il faut dire que tout ce qui a été fait par rapport aux établissements de détention et au quartier cellulaire des services de police, là, j'oublie tout le temps de le mentionner aussi, mais il y a des personnes en situation d'itinérance qui se trouvent détenues là, dans les quartiers cellulaires. C'est un peu orchestré par nos partenaires du ministère de la Sécurité publique. Donc, je ne peux pas prendre d'engagement, je peux pas m'avancer sur les œufs, mais je ne peux pas m'avancer pour nos partenaires. Mais bon, c'est des partenaires de première instance. Là, on les maintient informés, puis bon, ils sont vraiment très préoccupés de la situation de l'itinérance dans les établissements de détention et ils déploient les mesures nécessaires pour justement là, évaluer adéquatement. Je pense que l'exercice qu'ils ont mené en 2022 là, témoigne de leurs préoccupations là-dessus. Fait que, bon, ça va vraiment être à mes collègues du MSP, là, du ministère de la Sécurité publique, à répondre à ça. Mais bon, avec votre permission, je vais signifier au MSP que j'ai reçu une question qui aurait dû les concerner là-dessus. Merci, Jocelyn. Natacha nous demande là, une question sur laquelle je nous invite à nous attarder. Est-ce que le nombre de surdoses est disponible pour les autres régions participantes? Ben, on aurait beaucoup, ben, je ne veux pas dire aimé, là, parce que bon, on ne peut pas s'enthousiasmer là, de ces données-là. C'est vraiment une initiative de la Montérégie d'ajouter cette question-là au questionnaire. Je vais devoir malheureusement resservir la réponse que j'ai faite sur la difficulté d'inclure des nouvelles questions dans le questionnaire. Il faut dire qu'il faut demeurer comparable aux autres régions canadiennes là aussi. Là, donc, il faudrait vraiment que la question soit ajoutée par le gouvernement fédéral là, pour qu'on l'ajoute. Il faut dire que c'est ça, on a un nombre limité de questions qu'on peut poser, donc ça devient un peu crève-cœur. On a aussi le souci par respect pour la dignité des personnes, de poser des questions qui sont, je n'oserais pas dire le moins intrusives possible. Ce sont déjà plusieurs questions assez délicates, assez sensibles que l'on pose aux personnes en situation d'itinérance. Là. Donc, mais j'encourage
toutes les études qui parlent d'interconnexion entre itinérance et dépendance à se pencher sur la question de la crise des surdoses. Je tiens à rappeler que le dénombrement, c'est une occasion de parler aux personnes en situation d'itinérance, mais il y a d'autres véhicules et sans doute, s'il y a une étude plus spécifique sur la crise des surdoses, mais ça serait un véhicule encore plus spécifique et sans doute qui va arriver avec son lot de données, qui pourra aussi parler des décès liés aux surdoses, les décès des personnes en situation d'itinérance. Hmm. Merci, Jocelyn, pour la réponse complète. Je terminerai avec une question, puis ensuite un commentaire. Alors, une question, est-ce que les établissements d'études supérieures ont été ciblés dans l'étude? Les universités, par exemple, les cégeps et les universités, oui, parce que je sais que d'un point de vue, on remarque de plus en plus des étudiants, notamment des étudiants étrangers, qui ne se trouvent pas de logement dans certaines villes universitaires et que l'on retrouve dans les ressources d'hébergement d'urgence, notamment. Donc, j'imagine que ça doit un peu faire référence à cette donnée-là. Évidemment, on se maintient à jour là, sur l'actualité, en tout cas sur l'état de situation de l'itinérance. Évidemment, je pense que la préoccupation pour l'itinérance gagne de plus en plus de secteurs dans la société civile. Donc, dans le déploiement du prochain dénombrement, on espère qu'il y a davantage de partenaires qui vont venir s'ajouter. Je pense peut-être me servir du fait que j'ai eu une question aujourd'hui pour interpeller mes collègues du ministère de l'Enseignement supérieur pour leur demander si ça pourrait être adéquat de demander aux institutions supérieures, aux institutions universitaires, par exemple, de participer à la démarche et de déployer des bénévoles, par exemple, pour s'assurer de comptabiliser, d'estimer cette proportion et de faire répondre de faire répondre les répondants. Excusez-moi, ma mauvaise structure de phrase, là, mais vous voyez un peu où je m'en vais. Tu sais, le dénombrement, c'est un travail d'équipe. Fait que tu sais, c'est un appel à la collaboration, c'est un appel à la participation, puis c'est un peu en ce sens-là qu'on réussit. Plus on réussit à mobiliser les gens autour de l'exercice, ben, plus nos données sont précises, plus nos données sont parlantes et plus la voix des personnes que souvent on invisibilise, ben, elle est portée. Donc, j'espère que c'est le message que vous allez retenir aujourd'hui. Oui, c'est dans ce sens-là où on a fait quelques pas en avant là, avec une précision un petit peu plus accrue pour le volet des services en dépendance. Aujourd'hui, c'était le thème. J'espère, je souhaite qu'on pourra en faire quelques-uns de plus là, avec nos partenaires, les établissements, des organismes communautaires, pour avoir une lecture encore plus précise là, dans le prochain exercice. Merci. Un commentaire là, tiré du chat. Peut-être on a déjà abordé là, les limites du dénombrement dans le cadre de votre présentation, mais peut-être suite aux commentaires, vous souhaiteriez ajouter quelques éléments de réflexion. Donc, commentaire là, qui s'adresse entre autres sur le fait que le dénombrement là, sont des questions qui sont posées par des personnes bénévoles en temps réel pendant une seule soirée. Donc, le chiffre de 10 000 personnes là, visibles en situation d'itinérance pour la province euh, est en fait peut-être un chiffre qui est moindre que la réalité. Est-ce que vous souhaitez rebondir là, sur ces commentaires-là? Oui, on mentionne toujours les limites liées au dénombrement. On est conscient que ce sont lots d'imprécisions et que ça reste un nombre estimé. Et pour nous, c'est hyper important de dire que il n'est pas question de parler de 10 000 personnes, qu'il y a 10 000 personnes en situation d'itinérance. Pour nous, c'est ce qu'on a pu avancer avec les méthodologies qu'on a déployées. Ben, il y a 10 000, avec ce qu'on a fait, avec tous les efforts qu'on a mis, on a pu, je ne veux pas dire prouver, là, je trouve qu'on rentre dans un drôle de territoire, là, d'aller mais c'est ce qu'on a pu avancer comme chiffre selon les paramètres qu'on a eus, d'où l'importance de travailler à améliorer l'exercice de fois en fois. L'estimation demeure imparfaite, demeure partielle, mais j'ai envie de dire que c'est peut-être, j'ai envie de renverser la question et dire oui, le dénombrement a énormément de limites,
J'aimerais dire que ce sont aussi toutes les autres enquêtes populationnelles qui excluent les personnes en situation d'itinérance, qui a d'importantes limites et qu'ils ne les disent souvent pas parce qu'on invisibilise ces personnes, on ne les considère pas leurs paroles et leur réalité. Et en ce sens-là, j'aimerais que les enquêtes populationnelles fassent le même exercice de réflexion là, sur comment être plus inclusif pour les personnes en situation d'itinérance, visibles ou non, parce que toute enquête comporte son lot de limites. Merci Jocelyn pour tes lumières. Avant de terminer avec le mot de la fin, Thierry, est-ce que tu souhaitais ajouter quelques éléments là, liés au secteur de la dépendance qui font écho aux questions qui ont été posées? Non, ça fait le tour. Sinon, que celle, ben, peut-être revenir sur la question des points de bascule, là. On parlait de jeunesse, le volet, bon, les volets carcéraux. Du point de vue des services, on le sait, là, comment c'est important de consolider, puis on est en action, on a plusieurs actions, puis on consolide nos services dans ces points de bascule-là pour au bénéfice des personnes concernées, mais c'est important pour moi que les gens entendent qu'on ne perd pas de vue ces éléments cruciaux-là, là, où les gens sont à risque de sombrer dans l'itinérance et puis l'importance d'agir au niveau de la consolidation des services là, à la sortie des milieux carcéraux, dans le contexte des services jeunesse, notamment là. Voilà. Merci à vous deux, merci à nos panélistes, Jocelyn Gadebois, Thierry Simard, un immense merci pour cette présentation fort intéressante. Merci aux participants d'avoir été présents avec nous ce midi, d'avoir pris le temps d'écouter les panélistes, également de poser vos questions. On vous remercie d'avoir été là. La vidéo va être disponible prochainement sur le site de l'Institut universitaire sur les dépendances. Également, le prochain événement là, sur l'état des connaissances sur le WaxPen sera mercredi prochain de midi à 13h. Si vous souhaitez y assister en webinaire, vous pouvez vous inscrire sur le site de l'IUD. Restez à l'affût des activités de l'IUD en vous inscrivant à l'infolette ou en allant sur le site Internet. Et un sondage d'appréciation là, pour ce midi va vous être envoyé directement après la rencontre. Vous pourrez y laisser vos commentaires. Donc, on vous remercie d'avoir été avec nous chaleureusement et ben, au plaisir de vous rencontrer en vrai ou en virtuel.